Aussi, c'est une foi que j'avais ultime dans ma communauté également que s'ils trouvaient qu'il y avait la bonne idée, avec des bonnes personnes, on allait arriver à s'entendre pour créer quelque chose. Puis God knows qu'on l'a fait parce que juste dans la communauté, j'ai levé quasiment $1 million en 3 ans et demi de temps. That's nice. Ça, c'est à travers de différents organismes C'est différents individus qui ont donné des chèques. C'est des amis personnels beaucoup. C'est des amis de mes réseaux personnels, tu sais, qui, même quand des fois il n'y avait pas d'argent, ils disent, OK, je te fais confiance, puis on pense que c'est nécessaire dans la communauté. Il faut vraiment qu'on se mobilise, là. Puis on me donne un chèque. Quelqu'un m'a donné un chèque de 5 000. Un autre me donne un chèque de 1 000. Un autre un chèque de 250. Mais très rapidement, là, la mobilisation s'est faite très, très vite. Parce qu'ils voyaient que moi, j'étais déterminé à y arriver. Et puis, je leur ai dit très clairement c'est quoi mon objectif puis comment j'allais y arriver également. Puis, ils ont cru dans ce que je leur ai présenté comme produit. Puis, aujourd'hui, le centre est là, tu sais, en début de la construction dans quelques semaines. Puis, en 2026, mais regarde, on va avoir le plus grand centre d'art et de culture pour le noir au Canada. Wow. Yeah. 30. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you acting with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging. What they do, my people? We back. Another one. Le complexe. Let's go. Oui. On a un invité spécial aujourd'hui. On reste dans la thématique à jour, la politique. Yeah, très chaud. On a quelqu'un qui va pouvoir nous en apprendre beaucoup là-dessus, qui va se présenter pour devenir un député. Donc, Alan Alexandre, merci de ta présence. Yes. Cheers to that. Merci beaucoup. Cheers to that, boys. Quelqu'un d'occupé. Donc, santé. Merci beaucoup. Je suis vraiment content d'être ici avec vous. Wow. Comme d'habitude, on reçoit notre monde avec de la bouffe, de la signature 1804, service traiteur, Yep. qui va vous faire des plats excellents, des plats goûteux, des plats originaux. On avait aujourd'hui de la pizza au hareng. Donc, tout Haïtien connaît de l'hareng. On mange de l'hareng le matin, le midi, le soir. On mange dans le déjeuner, dans le dîner, dans le souper, anytime. L'hareng, c'était vraiment bon. Never ate that. C'est rare que... Les Italiens, des fois, ils vont faire ça. Ils vont mettre de l'anchois dans leur pizza, des trucs. Nous, c'est de l'hareng. So, big shout out. Elle a fait une version haïtienne de la pizza. C'était super bon. Aux légumes aussi. Donc, tous nos végétariens, nos vegans, elle va vous cook. Elle va vous faire exactement la même chose que pour les mangeurs de viande. On a eu des pâtes gratinées aux légumes. On a eu de l'agneau avec une sauce romarin, tout super bon. On a un dessert de malade qui nous attend. Yep. Des beignets, Yep. cream cheese, crémasse. So, big shout out. La signature 1804, allez les suivre. Faites vos commandes. Instagram. Super bon. Pas très cher. Vous vous faire des bons prix. On a clairement Alan qui a bien mangé. On voit son assiette en ce moment avec une bonne gorgée pour faire descendre le tout. Je m'attendais pas à cette qualité de bouffe-là. Je suis pas venu ici pour manger. Moi, je suis venu ici pour discuter. Là, me donner la bouffe, là, j'ai pas le goût de partir. Fait que, Alan, de ton côté, toi, la bouffe, ça a l'air de quoi? T'es-tu quelqu'un qui cuisine? Je cuisinais beaucoup avant. Okay. T'as plus le temps? À partir. Et c'est aussi le temps de ma vie, tu sais, dans lequel je cuisinais, tu sais, je trouvais que j'étais vraiment dans le mindset de vouloir cuisiner sur une base régulière, tu sais. Okay. Je contrôlais beaucoup plus qu'est-ce que je mangeais. Tu sais, j'ai toujours été un sportif, un athlète, tu sais, fait que j'ai toujours vraiment fait attention. Pas que je fais pas attention aujourd'hui, mais on dit que mon style de vie a tellement changé, j'ai plus autant de temps, donc le temps que j'aurais aimé prendre dans la cuisine, tu sais, je l'ai pas autant. Puis j'aime ça recevoir, tu sais. Avoir du monde qui est à la maison, tu sais, avoir un nice party, puis là, préparer de la bouffe. Moi, c'est ça qui va me chercher. Et cuisiner pour ma propre tête, c'est pas aussi motivant, hein? c'est pas si motivant. Fait que si t'as un plat à faire, ça serait quoi le plat que tu ferais pour recevoir toute la gang? Moi, 2 plats de prédilection. Vas-y. Moi, j'aime ça du saumon avec du riz de jonjon. Oh! Vraiment. OK. J'adore ça.
Puis j'aime ça, tu sais, je sais pas pourquoi, c'est peut-être la manière dont j'ai été élevé, puis je sais pas pour vous les gars, mais on dirait que, tu sais, un bon sauce poule, là. Je sais pas pourquoi, on dirait que c'est quoi un peu mon péché, c'est très difficile pour moi de automatiquement pas aller vers ça, tu sais, il faut vraiment que je sois beaucoup plus créatif dans mon affaire, tu sais. Mais tu sais, j'ai comme à Noël, des fois, tu sais, je reçois des livres de recettes, puis je vais les essayer une fois de temps en temps, tu sais, mais si tu me demandais, genre, il y avait plus rien qui restait dans le monde, il fallait seulement que tu fasses à manger, puis les choses que tu peux save, ça serait quoi? Moi, ça serait vraiment les 4 mets principaux, là. Ça serait vraiment mon coup de cœur. Il y a justement, il y a un livre là, qui est sorti avec Carla Moret, avec l'équipe, ils ont sorti leur livre. Carla avec Paul, là? Oui, Haïti, Lindsay, on a reçu Lindsay Brun. Exact. On l'a reçu, on connaît Olivier, Chef Oli, pas mal de chefs on va travailler pour les recevoir, mais c'est vraiment des beaux projets. Puis je suis content de voir des livres de recettes comme ça qui se promènent. Puis, justement, je pense qu'il était temps aussi. Ben, tu sais, pour nous, ça va nous aider. Là, on va se dire la vérité. Là, la génération qui est née ici puis qui veut garder les racines culturelles alimentaires, là, je pense que des livres comme ça, c'est parfait. Absolument, absolument. Puis aussi, ça apporte une certaine professionnalisation à la chose aussi. C'est comme quelqu'un, oui, on a tous élevé, on a vu nos parents, mère ou père ou les deux, préparer la bouffe haïtienne, mais c'est pas vraiment est-ce que tu peux répliquer le goût, tu sais. Non, c'est ça. Ça te prend des livres comme ça et puis tu dis, regarde, si tu veux répliquer le goût exact, voilà qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, tu sais. Puis je pense que c'est très important pour les générations futures. Nous sommes fiers de vous présenter notre partenariat avec le service traiteur La Signature 1804. À chaque épisode, grâce à l'équipe La Signature 1804, nous vous présenterons un menu de cuisine fusion, inspiré des goûts des Antilles et grâce aux produits du Québec, La Signature 1804 nous réinvente les repas et les bouchées classiques que les services traiteurs ont l'habitude de nous préparer. Allez tout de suite voir leur page Instagram, La Signature 1804, et envoyez-leur un DM pour pouvoir réserver vos plats. Vous ne voulez pas manquer ça. Le complexe est La Signature 1804, menu complexe qui vous facilitera la vie et vous garantit une soirée réussie. Donc, on a avec nous un politicien à Venn. En fait, comment on t'appelle? Est-ce que tu es un politicien ou est-ce que tu veux devenir un politicien en te présentant? Parce que tu as travaillé avec Trudeau déjà, tu as été dans la machine. Fait un gars comme toi, comment qu'on appelle ça? On dirait un hybride, on dirait quelqu'un qui se camoufle, qui peut tout faire. C'est un peu juste comme définition. T'sais, moi, je me vois comme étant un entrepreneur. Un entrepreneur social. En ce sens que moi, j'aime ça entreprendre des choses. Je suis un bâtisseur de nature. J'aime ça des projets. J'aime ça pousser les limites. J'aime ça aller dans des places où les autres ne veulent pas aller. Mais c'est ma zone de confort. Fait que moi, je me vois beaucoup plus comme ça. Fait que chaque nouvelle aventure que j'entreprends, ben moi, je vois comme étant le move de l'entrepreneur. Fait que oui, la politique, ça m'intéresse. J'ai travaillé en politique parce que c'est qu'est-ce que je considérais à ce moment-là était la bonne place pour moi à être pour vraiment faire la différence que je voulais faire dans la société. Mais en même temps, je suis entrepreneur social parce que j'ai parti un gros projet d'entrepreneuriat aussi en culture. Mais j'avais pas le background ou quoi que ce soit pour faire ça. J'avais rien à faire avec ce que j'ai fait, là. Même en politique, même en ça. Fait que je me vois comme étant un gars qui a un peu un touche-tout, un peu. Tout simplement parce que j'aime ça, essayer de faire la différence. J'aime ça m'impliquer. J'aime ça pousser les limites. I like that. Fait que tu as travaillé plusieurs facettes de la politique. Tu as mené des campagnes. Tu as été un consultant. Tu as travaillé avec Trudeau. Il t'a mis en charge de projets pour la communauté. Donc, tu as été la personne choisie. Pourquoi tu te lances maintenant sur ce poste-là de devenir député du comté de Bourassa? C'était quoi l'idée? L'idée est venue d'où? L'idée, en fait, c'est se lancer en politique, c'est pas toujours quelque chose qui est facile, parce que moi, je suis un introverti. Donc, j'ai toujours, c'est vrai, en plus. T'as pas de là, en plus. Tout le monde rit quand je dis ça, puis ma famille, tu demanderais, là, je suis un introverti. En ce sens que, pas parce que, moi, je suis très sociable, je peux interagir avec les gens, j'ai aucun problème à faire ça. Mais si tu me demandes comment moi, je me ressource, mais c'est en étant tout seul. Je comprends. Fait que ma source d'énergie, je la puise
dans mes moments que je passe tout seul, pas quand je passe en crowd, tu sais. Je pense qu'avoir trop de monde autour de moi, ça peut m'épuiser très rapidement, tu sais. Fait que c'est comme ça que je me définis comme un introverti. Fait que, tu sais, moi, me présenter en politique, c'est pas être un exercice qui était vraiment facile parce que j'ai toujours adoré, tu sais, être dans l'ombre. C'est être le gars qui était vraiment que tu le voyais pas, mais qui faisait le travail, tu sais. Parce que ça me permettait de rester focus. J'étais aussi la cible de personnes aussi, tu sais. Fait que j'ai toujours craint que, ben, si j'étais trop public ou trop dans l'œil du public, ben, automatiquement, je pourrais me faire critiquer. Ou je pourrais devenir la cible de quelqu'un. On l'a vu quand on a eu des gens qui se sont lancés en politique, puis on a eu Thierry Lindor qui s'est fait... On a eu... comment il s'appelle, celui qui s'est présenté à Montréal-Nord contre Christine, puis qui est parti bien vite, là. Will Prosper. Will Prosper, tu sais, c'est des gens connus. Ouais. On les connaît. Puis ça a été peut-être un peu malheureusement, à leur désavantage de se faire connaître comme ça. Ça a été facile de les attaquer, tu sais. Ouais, parce que la politique, c'est une game de rude. C'est une game qui on donne des coudes un peu, ça frappe des coudes. Donc, tu peux pas arriver là en pensant que tout va bien se passer. Fait que là, tu as décidé de faire le saut. Moi, je disais faire le saut, justement, puis pour répondre à ta question, c'est que il y a plusieurs raisons. D'abord, pour commencer, Montréal-Nord, pour moi, c'est personnel, il y a un attachement personnel. Quand mes parents sont arrivés au Canada dans les années 70, ben, quand ils se sont rencontrés ici au Canada, ben, quand ils ont décidé de se mettre ensemble, de se marier, ben, leur première maison, ben, c'était à Montréal-Nord. Ils ont commencé leur famille là-bas. J'ai encore beaucoup de familles qui habitent dans Montréal-Nord. Puis la deuxième raison, c'est que je pense qu'on vit vraiment dans des temps quand même assez critiques. Parce que moi, j'ai travaillé à Ottawa au sein du cabinet Trudeau, puis j'avais été donné la responsabilité de coordonner puis déployer plusieurs initiatives, la plupart de toutes les initiatives essentiellement avec la communauté noire. Puis à regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec un gouvernement potentiel qui n'est pas libéral, qui va arriver au pouvoir. Donc, il y avait une partie de moi aussi qui disait, ben, regarde, ce travail-là qui a été fait, est-ce que ça a été fait pour rien? Et je pense qu'il nous faut des personnes issues de nos communautés qui comprennent l'importance de l'impact du travail qui a été fait et qui sont prêtes à retourner à Ottawa ou aller à Ottawa pour défendre ce qui a été fait. Parce que sinon, le risque du recul par rapport à ces accomplissements-là est vraiment réel. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup titillé aussi. Puis je te dirais honnêtement, je suis aussi arrivé dans un point de ma vie où je pense que avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai réalisé, la politique pour moi devient un véhicule puissant pour continuer à faire du changement à grande échelle. Puis je pense que Montréal-Nord en particulier a vraiment besoin de nouveaux départs. Et je pense qu'il y a une question de transformation de l'image de la perception de Montréal-Nord qui est là. Puis je pense que j'ai travaillé assez fort. J'ai livré la marchandise. Puis je suis quelqu'un qui est vraiment déterminé, puis j'ai la volonté, j'ai la passion, puis le courage dans le fond pour dire que, mais regarde, il faut que ça change, puis je veux être cette personne-là qui peut aider à transformer l'image de Montréal-Nord. Je pense que c'est la première fois que j'ai une raison concrète pour laquelle il se lance. Mettons, c'est sûr que tout le monde veut se lancer en politique pour aider les gens. Mais tu as dit, tu as réussi à avoir un focus qui est comme, tu sais, moi, j'ai déjà développé des projets, j'ai déjà des trucs qui sont là, en place, puis il faut que je les protège. Fait que t'as comme un... C'est très personnel. C'est ça. C'est un appel très personnel. J'apprécie beaucoup ça. Rapidement, on parle de député de Bourassa. C'est quoi la différence entre toi qui serais le député et quelqu'un qu'on connaît très bien qui est la mairesse Christine Black? Ça serait quoi la différence de votre rôle? Explique-nous rapidement, là, c'est quoi la différence? Mais la mairesse s'occupe de tout ce qui est vraiment au niveau, c'est vraiment très proche des citoyens. Vraiment, que ce soit genre ton papier de toilette que tu n'as pas à la maison, ben, tu as plus de choses que tu appelles ta mairesse que tu appelles ton député fédéral. Le sucre, si tu en as plus à la maison, tu as plus de choses d'appeler ta mairesse que tu vas appeler. Mais en même temps aussi, c'est tout ce qui est vraiment déneigement, aménagement, paysager, parc, etc. Ça tombe beaucoup sur la responsabilité de maire ou d'une mairesse, alors qu'au niveau fédéral, qui est vraiment la plus haute instance de gouvernement, ton rôle est beaucoup plus dans la stratégie de la grande vision. C'est vraiment le gros impact. On parle de transport en commun. On parle genre d'investissement, dans le fond, d'infrastructure. C'est vraiment dans le gros développement. Là. C'est vraiment du gros. Là, fait que, il y a une différence assez significative, mais en même temps, pour un secteur comme Montréal-Nord, ça veut dire également des gens, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont vraiment des demandeurs d'asile. Comme vous le savez, on a énormément de gens qui sont arrivés
d'Haïti qui ont traversé l'Amérique à pied, essentiellement, sont ramassés au chemin Roxham qui maintenant est fermé, sont ramassés ici au Canada qui n'ont pas de papier. Ben, tu sais, le député fédéral, sa job, c'est vraiment de s'assurer qu'il puisse, dans le fond, trouver un moyen de protéger ces gens-là, les aider à obtenir un statut au Canada pour qu'ils puissent vraiment commencer une vie ou au moins bâtir quelque chose. Fait que c'est le fédéral, là, on est vraiment beaucoup dans ce type de travail-là. Puis dans tous tes enjeux que tu veux aborder, si jamais tu arrives à Bourassa, est-ce que... Quand je vais arriver? Ouais, quand excusez-moi, je rectifie. Quand? Est-ce que tu as mis une place pour un complexe sportif? Je sais que ça fait longtemps qu'on en parle à Montréal-Nord. Puis tu l'as dit, t'es sportif. Puis ça devient de plus en plus populaire, le sport dans ce coin-là. Et pertinent. On a des athlètes maintenant professionnels qui sortent de la communauté, comme je pense. Exactement. Fait que t'es un complexe sportif, je pense que ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on en veut un et tout, mais que on ne fait pas de promesses, on dit juste qu'on va regarder ça, puis mais finalement ça aboutit jamais à rien. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Moi, je me donne le challenge d'être le député qui va pouvoir livrer l'argent nécessaire pour avoir un centre sportif à Montréal-Nord. Puis, je suis un sportif. Je comprends l'importance d'infrastructures sportives et de loisirs dans un environnement tel que Montréal-Nord, mais partout ailleurs également. Parce que Montréal-Nord, en ce moment, c'est une aberration. Il y a une population de plus de 100 000 habitants. C'est une des seules communautés ou agglomérations à l'échelle du Canada où il y a 100 000 personnes et plus qui n'ont pas d'installation sportive comme ça. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, ça me fait capoter. Fait que moi, mais au-delà de l'aspect du sport et qu'est-ce qui vient avec, qui est bon pour la santé, le bien-être, etc., moi, c'est sûr qu'est-ce que ça représente sur le plan social. Un centre sportif, c'est l'opportunité d'avoir des jeunes de 13 ans et de 14 ans qui, quand ils finissent sa première année de secondaire ou en été ou quoi que ce soit, puis veulent aller chiller avec les boys, qu'au lieu de se ramasser sur un parc à faire de mauvaises fréquentations, ben, le gars va aller jouer du basket au centre sportif. C'est beaucoup plus l'aspect et l'impact social de la chose. Qu'est-ce que ça amène aussi comme légèreté pour des parents également? La quiétude, ça peut donner à une mère qui doit travailler 2 jobs monoparentales, qui n'a pas le temps de s'occuper de son kid, mais qui sait au moins que, ben, regarde, en ce moment, moi, je les drop au centre sportif, mais pas au parc. Puis je ne sais même pas avec qui il va fréquenter. Il y a des moi, c'est adultes beaucoup en cet charge, aspect-là qui m'intéresse dans l'aspect du centre sportif, et que le sport, le bien-être est important, mais surtout l'aspect social puis l'impact que ça va avoir sur une communauté telle que Montréal-Nord pour donner des espaces pour nos jeunes de pouvoir s'épanouir, puis la quiétude que ça amène à des parents aussi qui, justement, souvent doivent être inquiets par rapport à leurs enfants parce qu'ils sont dans un milieu socio-économique qui est très, très difficile. Des fois, avec des parents, des fois, qui arrivent au Canada avec de jeunes enfants où l'enfant est né ici, mais le parent est monoparental. Économiquement parlant, c'est pas fort, le logement, c'est inabordable. C'est tout un paquet d'affaires ensemble. Là. Fait que, moi, le centre sportif, pour moi, là, c'est ça que ça représente pour moi. Puis, moi, je me fais une idée, là, une image du centre sportif, là, je le vois, là, 2-3 étages, 2-3 courts de basket, plusieurs terrains de soccer, patinoire. Je veux dire, moi, je suis un gars de basket, on est des gars de basket, mais t'es pas juste le basket, pour en faire, tout plein de sports, nomme-les. Puis, c'est comme ça que je vois, bien sûr, c'est sûr, il y a le côté social, comme tu as dit, puis il y a de la sécurité aussi dans l'établissement, parce que tu veux pas des mauvaises fréquentations viennent par rentrer, puis justement commencer à influencer. Mais c'est tout ça, c'est toute cette image-là que je le vois éventuellement devenir un accomplissement pour ce secteur-là. Mais c'est sûr que le challenge, comment que je le vois, c'est toujours un emplacement. C'est où le faire. Est-ce que vous avez déjà des stratégies ou... Il y a de la place à Montréal-Nord, là. C'est là que la municipalité joue son rôle, justement, à identifier les bons secteurs pour faire ce développement-là. Puis je pense aussi qu'il
Il y a des experts qui doivent être impliqués là-dedans aussi pour savoir, mais regarde, par rapport aux besoins. Parce que tu veux pas non plus te ramasser avec ça comme avec quelque chose à côté du Pont-Neuf, là, quand tu cliques Montréal-Nord. Okay, tu veux l'avoir à Montréal-Nord, mais tu veux l'avoir à la bonne place pour satisfaire les bonnes personnes qui en ont le plus besoin aussi. Mais une place qui est relativement centrale. Fait que ça serait pas tant mon rôle de m'impliquer dans où ça va se passer. Ça va être le travail de la municipalité et je fais confiance aux experts, aux personnes qui en savent plus que moi pour le faire. Moi, ma job, c'est vraiment de trouver l'argent pour que ça se passe. Là-dedans, est-ce que là, on parle de député. Est-ce que tu te vois un jour peut-être plus haut que député? Peut-être premier ministre? Écoute, moi, mon approche dans la vie, ça a toujours été quand tu rentres dans quelque chose, si tu peux pas te projeter le plus loin que possible, embarque pas dedans. Parce que tu te limites automatiquement. Et la seule chose que j'ai jamais fait dans ma vie, c'est vraiment me limiter. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je suis en train de penser à devenir premier ministre? C'est pas ça qui m'intéresse. Tout ce que je veux, c'est vraiment être élu aujourd'hui pour pouvoir faire le travail, pour aider à transformer l'image de Montréal-Nord et livrer la marchandise. Est-ce que c'est quelque chose qui absolument, que je me vois potentiellement que je pourrais être ça? Absolument. Mais c'est pas la motivation pour moi de me présenter. Puis c'est dans tous les projets, dans tout ce que j'ai embarqué dans ma vie, tu sais, à plusieurs reprises dans ma vie, tu sais, j'ai accepté des coupures de salaire de 50%, tout simplement parce que je croyais dans la cause et j'embarquais dedans. Mais j'embarquais dedans parce que je pouvais me projeter tellement plus loin. Je le voyais comme étant un investissement, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, si je me lance pour être député, ben, si demain matin, qu'est-ce qui me permettrait de continuer à faire mon travail et d'aller plus loin sur devenir premier ministre, ben à ce moment-là, je ne vais pas hésiter. Avec 50% de salaire en moins? Ouais, aussi. J'ai pas dit ça. C'est drôle parce qu'on avait eu une discussion par rapport à ça, le salaire des politiciens. Moi, mon point de vue est un peu, parce que je suis pas tout à fait nécessairement d'accord avec des salaires de politiciens où ce que c'est des salaires à vie, des fois, c'est beaucoup plus élevé que la moyenne de la population, tu sais. Mais Balarama et Caleb m'ont donné des bons points sur pourquoi ça nécessite quand même un bon salaire. Donc, là, je trouve que c'est une discussion quand même à avoir, mais honnêtement, tu sais, je vais peut-être dire quelque chose d'un peu controversé, là, mais les politiciens, de manière générale, ne gagnent pas tant d'argent que ça. Pas en termes de montant absolu, beaucoup plus par rapport à la charge de qu'est-ce que tu dois faire et pourquoi tu te fais payer. Moi, là, j'ai vu des politiciens, parce que j'ai travaillé à faire élire des politiciens, là. C'est quasiment 50% des politiciens, là, qui, en dedans de 5 ans de leur mariage, après qu'ils sont élus, se ramassent en divorce. Il y a un coût social énorme et personnel énorme à payer là-dedans, là. Puis ça, là, il n'y a pas un montant d'argent qui peut jamais remplacer ça, tu sais. Perdre ta femme ou ton conjoint, puis perdre la garde de ton enfant ou genre te ramasser à garder à 50% parce que tu veux faire une différence, parce que tu veux servir, tu sais. Je suis pas mal certain qu'il y a personne dans leur calcul qui dit « Ah, regarde, tu sais quoi, je vais me gagner genre 50 000 $ de plus, puis c'est pas grave, tu sais, je vais perdre ma famille, tu sais, ou tu sais, mon fils ou ma fille, je vais passer un peu moins de temps avec eux. Je peux pas être là au game de basket, je peux pas être là au ballet. » Il y a personne qui va là-dedans avec cette mentalité-là. Fait qu'il y a un coût énorme à payer pour ça aussi. Fait que, oui, on peut dire ça, mais quand tu fais des 80 heures par semaine, c'est quasiment si tu travailles au salaire minimum, qu'est-ce que tu fais payer là, tu sais. Fait que j'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui se présentent en politique. Ça prend beaucoup de courage pour le faire. Puis ça prend une bonne dose de folie aussi, pour être honnête avec toi, sachant très bien qu'est-ce qui t'attend pour des gars comme moi en particulier, qui a été dans la chose, là. Tu sais, je n'ai fait élire des politiciens. J'ai travaillé avec des politiciens, puis j'ai vu l'impact sur leur vie. Que je me lance dedans, c'est clair, ça prend une bonne dose de courage, mais de folie aussi. Ouais. Puis en 2008, ta relation devient quand même assez étroite, si je peux le dire, avec Justin Trudeau, lorsqu'il se présente dans Papineau. Tu commences un peu à faire du bénévolat, c'est là que tu fais tes classes et tout. Puis rapidement, tu deviens un peu comme tu deviens un organisateur de terrain. Je pense que c'est là un peu où est-ce que ta marque s'est faite, puis que le monde a commencé à te
connaître et tout. Explique donc un peu c'est quoi exactement le travail d'un organisateur de terrain. Le travail d'un organisateur de terrain, c'est vraiment à peu près tout. Ça part de développer la stratégie pour savoir exactement combien de personnes ça te prend pour gagner, puis trouver les moyens d'atteindre ce nombre-là. La politique, c'est très mathématique. Ça se joue par pourcentage. C'est la personne qui a le plus de voix ou le plus grand pourcentage de voix parmi les candidats qui sont là qui gagne. Fait que ta job, c'est l'obsession de trouver les ressources pour atteindre ton chiffre, ton objectif. Fait que c'est vraiment la base même de qu'est-ce que faire la politique. Ça veut dire être capable d'avoir de bons candidats en place qui vont travailler vraiment fort. Être capable de mobiliser assez de bénévoles pour faire le travail, pour permettre d'aller chercher ça. Être capable de trouver l'argent pour donner les ressources pour aller faire ça. Puis trouver des moyens, justement, là, au niveau temps, dans un temps toujours très limité, pour accomplir tout ça, tu sais. Fait que t'es vraiment dans un milieu, là, de pression constante qui ne disparaît jamais. Chaque minute est optimisée ou doit être optimisée. Le temps, l'argent, les ressources, c'est pas en campagne électorale, c'est pas infini. Ouais. Puis admettons, moi, demain matin, je me présente, fait que je pourrais t'appeler pour avoir tes services. Non, je fais plus ça. Ah là, tu fais plus. Il va être occupé. On va dire la vraie chose, on va dire que... disons, admettons que... Avant. Admettons, il y a 10 ans. Ouais, c'est ça. Fait que j'aurais pu t'approcher, peu importe mon parti, pour tes services. Fait que, admettons, on s'assoit, puis là, tu vas en apprendre sur moi avant avant que tu fasses ton game plan et tout. C'est quoi les premières questions que tu te poses pour pouvoir, je dirais les questions clés pour pouvoir faire un plan stratégique pour le candidat? Ben, juste, petite chose à clarifier, là, j'ai oublié de mentionner que la dernière fois que j'ai fait de l'organisation politique, c'était dans Montréal-Nord, justement, quand la députée locale, Madame Madouane Cacadet, s'est présentée. Donc, tant qu'amis, on a travaillé ensemble sur le projet du centre culturel, parce que j'avais contacté Madouane initialement, avant même qu'elle se lance, pour embarquer dans le projet. Puis c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit, Alain, j'ai commencé à me lancer, puis je veux que tu deviennes mon directeur de campagne. Puis moi, j'avais dit que je n'allais plus en faire, tu sais. Mais c'est très difficile de dire non à Madoua, là. C'est le genre de personne que tu veux qui s'en aille en politique. Autant que tu as juré, tu dis, ah, mais j'ai plus le temps, puis je ne vais pas faire ça, puis tu es occupé. C'est le genre de personne qui donne l'énergie, qui donne le désir, le vouloir d'y aller. Fait que j'en ai fait en 2022, c'est la dernière fois que j'en ai fait. Et moi, la première des choses, justement, c'est toujours le candidat ou la candidate. Essayer de comprendre c'est quoi sa motivation. Parce que c'est tellement de travail à faire, diriger une campagne, d'être organisateur en particulier, que tu veux t'assurer, dans le fond, que le 5 heures là, que tu as dormi, là, puis le 3 heures de sommeil que tu as perdu, que c'est un investissement que tu as fait dans quelqu'un ou dans quelque chose. Fait que la première des choses, c'est toujours garder pour moi, en particulier, c'est quoi le candidat, puis sa motivation, pourquoi il se présente. La deuxième des choses, c'est vraiment garder comment est-ce que moi j'arrive à la victoire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder l'historique du comté pour voir, tu sais, les 2-3 élections précédentes, par quel, on va dire, pourcentage de points qu'on a perdu. Si c'est 5%, bien 5%, c'est jouable. OK? Si c'est 25%, c'est très difficile de combler 25% dans une élection. Donc, tu vas toujours un peu garder l'historique pour voir qui garde. Est-ce que c'est quelque chose qui est jouable? Est-ce que moi, le travail que je fais sur le terrain ou que la candidate ou le candidat fait sur le terrain peut être assez fort pour combler cet écart-là? C'est ça qu'il faut que tu demandes. Puis la troisième des choses, c'est vraiment, est-ce que j'aurai les ressources nécessaires pour y arriver? Puis ces ressources-là, c'est vraiment le temps, l'argent, puis des bénévoles. Puis moi, je vais faire une analyse de tout ça. Tu sais, on va dire l'élection précédente, est-ce qu'on a eu beaucoup de bénévoles? Est-ce qu'il y a beaucoup de données qui ont été collectées? S'il n'y a pas beaucoup de données qui ont été collectées, bien, comment est-ce que je trouve ces données-là pour savoir quel pourcentage de personnes qui, je ne sais pas, qui gagnent 50 000 et 65 000 qui habitent là? Quel pourcentage de personnes, je ne sais pas, qui sont peut-être maghrébins ou hispanophones qui habitent dans ce comté-là? Puis c'est quoi les tendances de cette population de manière générale à voter pour un parti politique ou pour un autre? Donc moi, je vais faire toute cette analyse-là pour comprendre exactement c'est quoi les chances de gagner.
Puis une fois que j'ai fait cette analyse-là, ben, je suis capable de voir très clairement avec mes chiffres que c'est quoi mes chances de gagner ou mes chances de perdre. Puis si la chance de perdre est en dedans de 5%, je vais le faire. Si c'est au-dessus de 10%, habituellement, j'embarque pas. Oh, OK. Ouais. OK. Puis quand même, en 2015 avec, je pense que t'étais avec Trudeau, si je me trompe pas, t'as aidé à gagner quand même une quarantaine de sièges comparativement à 6-7 qu'ils avaient eu aux autres dernières élections. Tu te retrouves également à travailler comme dans un cabinet pour faire campagne dans le lac Saint-Jean, là où tu as été ou là où tu as permis entre autres grâce à toi pour la première fois qu'ils puissent avoir un siège là-bas en 40 ans, ils avaient jamais eu de siège là-bas. Explique donc un peu l'histoire, comment tu t'es retrouvé au lac Saint-Jean. Ouais. Ben en passant, tu sais, on s'entend que à toute règle, il y a une exception là, tu sais. Quand j'ai dit tantôt le 5% puis le 10%. Lac Saint-Jean, c'est pas tout à fait ça. On était ailleurs au Lac Saint-Jean, là. Ce Lac Saint-Jean, quand ça fait 40 ans que t'as pas gagné, là, ton historique, là, c'est toutes des pertes, là. T'as pas de data, là, qui dit, regarde, t'as une bonne chance de gagner. Fait que ça, c'est un peu l'exception à la règle, tu sais. Fait que c'est clair, je dirais, c'est un risque calculé. Puis je croyais fondamentalement aussi avec M. Trudeau qui était en place, qu'il y avait un vent de changement qui soufflait sur le pays, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada. Puis on croyait vraiment que ça pouvait s'appliquer là-bas si on avait la bonne stratégie en place. Puis c'est dans ce contexte-là, ben moi, qu'est-ce qui arrive? Parce que moi, je travaillais comme conseiller principal à ce moment-là pour le ministre de la Sécurité publique, mais aussi qui était vice-premier ministre du Canada à cette époque-là. Puis la manière dont ça fonctionne, c'est que quand tu travailles au cabinet, tu te fais payer par les contribuables. Tu sais? Fait que c'est un rôle politique, mais c'est l'argent des contribuables qui paye quand même parce que ça relève de la Chambre de communes, des élus, etc. Puis il y a l'autre parti qui est le parti partisan. C'est-à-dire que le parti politique, ce soit un conservateur, NPD, peu importe, Bloc québécois, etc., c'est complètement partisan. Ça, c'est vraiment des institutions qui sont complètement privées. Donc, tu peux pas mélanger les deux. C'est que quand tu travailles au gouvernement, tu peux pas recevoir l'argent du parti politique et vice-versa. Fait que moi, qu'est-ce qui est arrivé en 2017? J'avais été approché justement de nulle part. Je m'attendais. C'est un appel qui est entré genre un dimanche pendant que je préparais on parlait de bouffe tantôt là. Ça c'est dans le bon vieux temps là. Tu préparais un saumon. Un bon saumon pour la semaine, tu sais. Puis j'ai reçu un appel de la personne qui était vraiment le numéro 2 dans le bureau du premier ministre à cette époque-là. Puis il me dit hey, chum, tu packs tes affaires pour s'en va au lac Saint-Jean. Wow, comme ça. OK. OK, qu'est-ce qui se passe? Bien, on va déclencher une élection partielle dans le lac Saint-Jean, puis c'est ça. C'est toi la personne qui a été choisie, heureusement ou malheureusement, pour te rendre au lac Saint-Jean. Puis c'est clair qu'ils m'ont appelé parce qu'à ce moment-là, il était relativement convenu, il y avait consensus, que j'étais parmi les meilleurs organisateurs au pays. Tu avais fait tes preuves. J'ai fait mes preuves, exactement ça. Donc, j'ai dit, mais regarde, OK, c'est la personne qui s'en nous prend pour le lac Saint-Jean. Puis, je suis parti au lac Saint-Jean pour faire cette campagne-là. Puis, c'est la première fois, effectivement, après de 40 ans, que le Parti libéral du Canada avait gagné un siège là, dans un comté comme ça. Puis, moi qui arrive au lac Saint-Jean, le gars qui sait absolument rien du lac Saint-Jean, tu sais. Petit blaco, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis, c'est comme t'arrives là, puis tu es alors jeune en plus, tu sais. Puis, ça vient avec son petit lot de soupçons, disons. Mais tu sais, je pense que très rapidement, j'ai arrivé quand même à gagner la confiance des gens qui étaient là parce qu'ils ont compris très clairement que je suis venu avec un objectif d'aider à gagner, mais aussi que j'apportais quand même un bagage assez significatif d'expérience. Puis ils ont compris très clairement, si c'est lui qui est là, avec ceux qui aident là, mais c'est parce qu'il doit être vraiment le meilleur pour être là. Fait que je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont reçu, qu'ils l'ont interprété. Donc très rapidement, je pense qu'il y a une bonne relation symbiotique qui s'est établie parce que les deux, on voulait la même chose. Le candidat et son équipe voulaient la même chose. Je voulais la même chose. Le parti voulait la même chose. Le premier ministre voulait la même chose. Donc, quand tu as tout le monde qui veut la même chose, ça devient beaucoup plus facile par la suite de travailler ensemble pour livrer la marchandise. Ça fait du sens. Puis effectivement, on a pu gagner ce comté-là en 2017. Fait que c'est quasiment de la politique internationale. Je dis ça en blague, mais en même temps, on parle de politique internationale. Toi, tu viens, ton père, il s'est impliqué dans la politique haïtienne, dans
dans ce que nos parents ont vécu, nos grands-parents. Puis, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse aussi? Est-ce que tu as peut-être un petit... En travaillant à Montréal-Nord, est-ce que ça t'emmène ça? Peut-être un peu de pouvoir aider les Haïtiens comme ton père a pu faire pour la patrie. Est-ce que peut-être un jour, la politique internationale, ça t'intéresserait? Oui, regarde, tu sais, moi, je ne ferme jamais la porte à des opportunités de pouvoir m'impliquer puis faire une différence. Et aujourd'hui, c'est être député de Montréal-Nord, puis je vais faire mon travail, puis je vais être complètement committed, puis engagé dans ce travail-là pour livrer qu'est-ce que je dois livrer pour la marchandise pour Montréal-Nord. Mais si demain matin, je me rendais compte que j'avais fait ma part à Montréal-Nord, puis que j'avais un autre calling d'aller ailleurs pour faire ce travail-là, mais je ne vais pas hésiter à le faire non plus. Qu'est-ce qu'Haïti aurait besoin en ce moment? Rapido, là. Haïti aura besoin de nous. OK. Et puis quand je dis ça, tu sais, pour quelqu'un qui... Je suis né à Montréal, tu sais, j'ai en grande partie, la plus grande majeure partie de ma vie, je l'ai vécu ici, mais j'ai aussi vécu en Haïti à un très jeune âge, tu sais, fait que quand mes parents ont décidé de déménager en Haïti, moi, c'est là vraiment que je me suis vraiment ancré identitairement. Tu sais, c'est juste à la blague, chez nous, la famille habituellement, on dit souvent, nous, on est fièrement canadiens, puis mais fièrement haïtiens, fièrement québécois. On est les trois en même temps, puis je suis les trois en même temps. Mais tu sais, je pense que le fait qu'on a eu ce vécu-là, d'avoir passé 7 ans en Haïti, ça nous a énormément enracinés dans qui on est. Fait que tu sais, il n'y a jamais personne demain matin qui je suis, je suis vraiment toutes ces choses-là en même temps, mais je pense que le fait que je suis tellement enraciné dans ma culture haïtienne, bien ça, c'est venu du fait que j'ai vécu en Haïti. J'ai pas vécu la culture haïtienne, admettons, un peu diluted, si tu veux. Là. Ça n'enlève rien, là. Mais on s'entend que quand tu es sur le terrain directement dans le pays, c'est pas la même chose que tu es à Montréal. On n'a pas d'hiver en Haïti. Okay? En Haïti, tu es fresh, là. Tu comprends? Fait que tu le vis là-bas, puis ça t'apporte une perspective qui est vraiment très différente. Fait que moi, j'ai comme vraiment développé une très bonne sensibilité par rapport à la chose haïtienne. Je suis quelqu'un qui est vraiment passionné par l'histoire aussi. Fait que l'histoire d'Haïti, c'est une des histoires que j'ai beaucoup étudiées dans ma vie aussi. Par curiosité naturelle, comme quelqu'un qui est d'origine haïtienne, mais aussi tout simplement par curiosité intellectuelle, parce que j'aime ça l'histoire. Fait que moi, l'histoire d'Haïti, ça s'insère dans plein de trucs. Puis moi, je suis venu à la conclusion aujourd'hui que la chose qui fait le plus mal à Haïti, c'est la fuite de ses cerveaux puis l'absence, cette absence-là. Mais aussi le fait qu'il y a un sens quasiment de désespoir qui présentement règne dans le pays, en ce sens que les gens ils pensent que there's no way out. Fait que je pense que nous, nos générations, on est fièrement haïtiens, mais on est très canadiens, québécois aussi en même temps, on est tous en même temps. Je pense qu'il nous faut commencer vraiment à penser, ça peut être quoi et ça doit être quoi notre contribution. Parce que si ça va bien en Haïti, ça va aller bien dans le fond pour tout le monde. Parce que si tu penses à Springfield, Ohio, qu'est-ce qui est arrivé avec Donald Trump aux États-Unis et tout, ça devient une communauté qui est une cible très, très facile. Fait que je pense que ce soit en matière d'investissement ou en matière, dans le fond, d'une volonté réelle du gouvernement canadien en particulier de participer dans le développement d'Haïti via, dans le fond, cette communauté qu'on a ici à Montréal, je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter à Haïti pour faire vraiment changer et bouger les choses. Comme moi j'ai toujours dit, là, tant aussi longtemps que les Américains n'auront pas encore cette emprise-là sur Haïti et tout plein d'autres choses, je pense que ça va être dur pour nous d'atteindre le next level, là. Mais comme tu l'as dit, ça prend de nous aussi. Ouais. Mais ça commence avec des gens également qui sont élus en politique, qui ont cette sensibilité-là. Puis quand je dis les gens, puis je suis pas en train de faire du self-promotion, là, c'est vraiment n'importe qui. Ça peut être quelqu'un qui n'aime pas la communauté haïtienne, mais qui a à cœur les enjeux de la communauté haïtienne. Puis Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup de monde. Que ce soit ici à Montréal, qui ne sont pas des Haïtiens, mais qui comprennent ce qui se passe là-bas, qui ont une volonté d'essayer de faire changer les choses parce qu'ils comprennent l'ampleur de la crise sociale, économique, politique, identitaire qui se passe en Haïti, tu comprends? Fait qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement de la communauté qui sont prêts à faire ces choses-là. Fait que c'est à nous de voir c'est quoi les alliés qui existent, c'est quoi les voies auxquelles on peut joindre les nôtres pour vraiment faire passer le message et demander à nos gouvernements, d'une certaine mesure, de voir
d'avoir une politique, dans le fond, sur Haïti, carrément. Puis t'as parlé de communauté, puis c'est important d'être proche de sa communauté. On te voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, être proche de ta communauté, surtout à Montréal-Nord, ok. Pas que tu l'étais pas avant, mais je pense que il y a eu un gros plus durant les dernières années où est-ce qu'on te voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, puis passer du temps dans la communauté. Ma première question, c'est est-ce que tu es rendu bon à faire un bon café et où est le meilleur café à Montréal? Le meilleur café à Montréal est à Montréal-Nord. C'est à Pinot Café. Puis je le dis, puis je le répète, je persiste et signe. Pour de vrai. J'ai été vraiment ébloui. Tu sais, je me considère pas un gros... Je suis pas un connaisseur de café dans ce sens-là. Il y en a du monde qui sont bien plus connaissants que moi, là. Ouais. Mais tu sais, je sais quand j'ai un bon café, là. Puis là-bas, là, j'ai trouvé un café, là, que j'avais jamais eu ailleurs. Fait que ça donne que c'est à Montréal-Nord. Fait que, automatiquement, je pense que les gens, pourquoi le meilleur café à Montréal serait à Montréal-Nord, tu sais? C'est ça que les gens, ils pensent. C'est vrai. Mais c'est là. Ouais. Puis je le dis de manière complètement objective. Puis j'en suis sûr qu'il y en a d'autres qui existent. Je ne suis pas allé faire le tour de Montréal pour goûter ce qu'est le meilleur café. Tout ce que je peux parler, c'est mon expérience de qu'est-ce que j'ai vu, puis c'est mon vécu. Puis je suis allé là-bas, là, tout simplement parce que j'avais rencontré des propriétaires, parce que j'allais souvent là-bas. Je passe souvent dans le coin. La première fois que j'ai eu un café là-bas, j'allais, puis à un moment donné, ils m'ont dit mais merci beaucoup, tu nous appuies, tu es souvent ici, on vient que tu vois ici, tu prends des cafés avec des gens. Puis on parle de comme 2 ans passés, 3 ans passés, là. Et j'ai développé vraiment une amitié avec eux. Puis éventuellement, je disais, hey, ça vous tenterait-tu, dans le fond, de me montrer comment faire du café? Puis un bon café, là. Puis ils m'ont dit oui. Puis là, ils m'ont sorti tout le livre sur la manière que c'est fait, etc. Je savais pas que c'était une science. Mais c'est une science. J'ai pas demandé tout ça, là, okay? Je veux juste savoir comment le faire, le café. Mais avoir l'explication pour comprendre, dans le fond, qu'est-ce qui va, dans le fond, de la préparation du café, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur la qualité de ce qu'on a, tu sais. Puis aussi sur l'effet café, là, qui existe, là, tu sais. L'effet café, il y en a, je dirais pas de nom, là, parce que je veux pas me faire cancel. Ouais, ça joue avec le taux de caféine, ça joue avec... Mais oui, c'est clair. Du café, des fois, du caféine qui est injecté dans, en tout cas, plein d'affaires, là. Donc, puis on te voit également, on t'a vu aussi au Barber My Spot. T'es là où est-ce qu'on te voit parler avec le propriétaire, Édouard, ouais. Exactement. Fait que tu sais, c'est nice de te voir t'es dans l'environnement, genre. Ok. Je dis, c'est bon d'être à la télé, puis de donner des speeches, puis de dire qu'on va faire ci, ça. Mais si t'as pas une proximité avec les gens dans le secteur que tu veux être, que tu veux représenter, mais je pense que tu perds beaucoup de points. Ouais. Mais en date d'aujourd'hui, pourquoi les gens devraient voter pour toi? Pourquoi les gens devraient t'accueillir dans Montréal-Nord, dans Bourassa? Écoute, la première chose que j'allais dire, c'est que tous les efforts que je fais, aller voir des entreprises, faire des entrevues, puis etc., là, c'est vraiment des dizaines de milliers de views. Puis j'ai littéralement du monde qui me disent aujourd'hui, mais regarde, admettons, j'avais fait quelque chose avec le restaurant Canasuc, tu sais. Ils me disent comme le nombre de personnes qui sont venues par la suite demandaient, yo, le monsieur qui servait, tu sais. Puis on a vu la publicité. Je suis rendu une célébrité, là. C'est juste une journée que je travaille. Je suis rendu influenceur politique, je savais même pas, OK? Ça a pris une vidéo. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai entendu, c'est que, toutes ces actions-là, c'est un peu mon style de leadership. Puis, quand je parle, la fois, de donner un nouveau départ à Montréal, mais c'est justement ça. Je veux faire la politique différemment. Parce que, je pense que je viens d'une génération complètement différente. J'ai une perspective par rapport à la chose politique qui est vraiment différente, qui est beaucoup plus axée sur les gens. Donc, mettre de l'avant les autres au lieu de se mettre à l'avant. Puis, c'est une approche que je fais, dans le fond, pour démontrer en tant que futur député de Montréal-Nord, mais moi, c'est ça mon objectif. C'est vraiment de mettre de l'avant qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est grand, c'est dans Montréal-Nord, le travail qui est fait. C'est trop facile, dans le fond, de ternir l'image de Montréal-Nord, puis c'est tout le monde qui est coupable. Là. De notre propre communauté, on est coupable aussi. Définitivement. Puis je pense qu'il faut vraiment qu'on se regarde en face,
pour se demander dans quelle manière est-ce que nous, on participe aussi à cette mauvaise image-là de Montréal-Nord. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment, aujourd'hui, en tant que candidat, de mettre de l'avant qu'est-ce qui est beau avec Montréal-Nord, mais c'est un avant-goût également du député que je serai, qui est vraiment de toujours mettre les gens de l'avant. Fait que c'est mon style de leadership. Donc, si tu me demandes pourquoi les gens de Montréal-Nord devraient considérer, dans le fond, m'avoir en tant que leur député, bien, simplement, tout ce que je veux faire, tout simplement, c'est servir. Puis j'ai passé ma vie à servir. J'ai toujours fait sans rien demander. Puis je me lance dans cette aventure-là parce que je veux continuer à servir. Puis je veux croire que c'est dans tout ce que j'ai accompli dans ma vie, tout ce que j'ai livré pour nos communautés dans les dernières années, quand il n'y a personne qui me l'a demandé, je veux croire qu'au moins quelqu'un qui prend 2 secondes pour penser, il va se dire, mais regarde, la personne qu'on a devant nous en ce moment, c'est peut-être le candidat le plus qualifié qui s'est jamais présenté dans Montréal-Nord, qui a déjà fait ses preuves, qui n'a pas besoin d'être élu, honnêtement, parce que le travail que je fais, je peux continuer à faire un travail d'impact parce que je continue à le créer. Mais la taille du challenge est à la fois grande à Montréal-Nord, mais est aussi très emballante. Parce que je pense que je vous ai peut-être dit d'emblée que j'aime ça aller dans les places où les autres ne veulent pas aller. Fait que pour moi, Montréal, c'est une belle aventure. Moi, je le vois comme étant une aventure pour vraiment amener les choses ailleurs puis de faire embarquer tout le monde là-dedans aussi. Je pense que ça met une bonne boucle sur la partie politique. On aurait pu continuer pendant très longtemps. Mais faisons un petit mouvement latéral. Justement, ça va renchérir un peu ce que tu dis dans le sens que tu as du bagage, tu fais déjà un travail. On a un centre CCAM, Centre culturel afro-canadien. Le CCAM. Le CCAM à Montréal. Parle-nous de ce centre. Quel est le but de ce centre? Tu es le fondateur unique? Tu as parti ça tout seul? Explique-nous un peu le départ de ça et quel était ton but en créant cette fondation. La manière que c'est arrivé, c'est que quand j'ai quitté la politique, parce que je vais faire la transition de la politique vers la chose, quand j'ai quitté la politique fédérale en 2021. Je considérais que j'étais très fatigué. On était en pleine pandémie. Tout le monde se questionnait par rapport à what do I want to do next? Puis qu'est-ce que je ne veux pas faire? Puis j'avais quitté en 2021 pour prendre un peu de temps pour me consacrer à moi-même, pour réfléchir sur les prochaines choses que je pourrais faire dans ma vie. Puis entre-temps, j'avais été embauché, j'ai eu une offre d'emploi par une grosse banque à Toronto. Donc moi, je suis parti en Turquie pour une petite visite d'à peu près 1 mois, tu sais. Puis pendant que j'étais là-bas, puis je suis censé revenir pour commencer ma job à la banque qui m'avait embauché. J'ai eu un rêve. Puis le rêve, c'est le rêve d'un centre culturel. C'est pas quelque chose qui m'est jamais arrivé avant. Ma connaissance de l'art et de la culture, ça se limite à manger du griot puis danser un bon compas. C'est pas si pire que ça, parce que j'ai quand même fait beaucoup de danse quand j'étais jeune, etc. aussi. Puis j'adore la culture de manière générale, mais tout ça pour dire que c'est... T'es pas un expert, là. C'est ça le point que je suis en train de faire. Fait que je suis pas mal certain, là, les gars, vous êtes des gars de basket, là, mais vous n'êtes pas en train de penser là, d'acheter une équipe de la NBA. Là. Non, fait que c'est ça l'écart qu'il y a entre qui j'étais et où est-ce que je suis rendu aujourd'hui avec le projet du centre culturel. Puis c'est ça. Puis j'ai pensé à dire, oh my God, comment ça j'ai eu ce rêve-là? C'est vraiment bizarre. C'est jamais quelque chose qui m'a jamais traversé l'esprit. Puis je suis revenu à Montréal 1 mois plus tard. Puis j'ai décidé de ne pas prendre la job parce que j'avais considéré que j'avais senti qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il soit fait. Puis pendant que j'étais en Turquie, j'avais déjà commencé à faire des appels. Plein de monde dans la communauté vous disait, c'est un centre culturel, qu'est-ce que vous en pensez? Ils me disaient, ah ouais, ça fait comme 40 ans qu'on appelle la communauté, il n'y a personne qui fait rien. Chaque fois, il y a quelque chose qui passe, la chicane est peinte, puis ça avance pas, puis on fait du... Je suis comme, OK, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? C'est un beau challenge, tu sais. Puis là, j'ai appelé quelques personnes. Un premier appel, là, c'est quelqu'un comme Francis Telemi. Je dis, bro, j'ai cette idée-là, je sais que c'est une idée qui est vraiment folle. J'ai besoin de quelqu'un pour sauter avec moi sans parachute. C'était comme, OK, tu peux te sauter, puis je t'envoie le parachute par en bas. Le parachute, c'est un chèque qu'il m'a donné. Il a dit, bonne idée. Il a dit, bro, I love you, mais je sais pas si je vais sauter avec toi. Tu sais, moi, je t'ai envoyé le parachute par en bas. Si tu le caches, tant mieux, mais si t'es pas là, au moins, on n'est pas 2 qui sont dead. Okay? C'est pas mal comme ça que c'est arrivé.
Bonne manière de voir les choses. Puis après ça, je suis allé avec d'autres personnes. C'est la présidente de notre CA, Patricia, que j'ai appelée également. Fait que très rapidement, je me suis entouré de personnes, la plupart d'entre eux que j'avais jamais rencontrés avant. Là. Puis j'aurais dit, moi, j'ai une idée, puis il faut que ça se fasse à Montréal, puis j'ai besoin que ça se fasse. Puis 3 ans et demi plus tard, 35 millions de dollars pour un centre, qui est le plus grand centre culturel et artistique de l'histoire du Canada pour les Noirs, quasiment 50 000 pieds carrés, centre-ville de Montréal. Acquisition de l'ancienne école des beaux-arts de Montréal qui excluait des personnes qui nous ressemblaient des fois. Puis maintenant qu'on a fait cette acquisition, je pense que c'est un moment pour nous, collectivement, de célébrer ça. Je ne vois pas comme étant un accomplissement personnel parce que je m'étais toujours dit, j'ai décidé de passer 3 ans sans salaire pour faire ce travail-là, donc bénévolement. C'est des 70-80 heures facilement. Ouais. Pendant 1 an et demi, tout seul à le faire. Fait que, tu sais, c'est ce désir-là de faire quelque chose de différent, de pousser la note. Mais aussi, c'est une foi que j'avais ultime dans ma communauté également, que s'ils trouvaient qu'il y avait la bonne idée, avec des bonnes personnes, on allait arriver à s'entendre pour créer quelque chose. Puis God knows qu'on l'a fait, parce que juste dans la communauté, j'ai levé quasiment $1 million en 3 ans et demi de temps. That's nice. Ça, c'est à travers de différents organismes c'est différents individus qui ont donné des chèques. C'est des amis personnels beaucoup. C'est des amis de mes réseaux personnels, tu sais, qui, même quand des fois, il n'y avait pas d'argent, ils disent, OK, je te fais confiance, puis on pense que c'est nécessaire dans la communauté. Il faut vraiment qu'on se mobilise, là. Ils vont me donner un chèque. Quelqu'un va me donner un chèque de 5 000, un autre va me donner un chèque de 1 000, un autre un chèque de 250. Mais très rapidement, là, la mobilisation s'est faite très, très vite. Parce qu'ils voyaient que moi, j'étais déterminé à y arriver. Et puis, je leur ai dit très clairement c'est quoi mon objectif puis comment j'allais y arriver également. Puis, ils ont cru dans ce que je leur ai présenté comme produit. Puis, aujourd'hui, le centre est là, tu sais, en début de la construction dans quelques semaines. Puis, en 2026, mais regarde, on va avoir le plus grand centre d'art et de culture pour le noir au Canada. Wow. Ça va être dans quel coin? Est-ce que... C'est dans le quartier des spectacles. Directement dans le quartier des spectacles? Tu sais, quand tu sors au métro Saint-Laurent, là, tu montes la côte, là, c'est arrivé sur Sherbrooke, mais t'es là. C'est l'ancienne école des beaux-arts de Montréal. C'est un gros bâtiment néoclassique, historique. Là, c'est ça qu'on a fait l'acquisition de ça. Puis on a acheté 2 lots de terre supplémentaires, un à côté puis un arrière, pour avoir une grosse entrée signature qu'on va mettre une design un peu style plus africain dessus pour vraiment démontrer la présence de la communauté noire ici à Montréal. Puis le lot en arrière, on va bâtir une salle de spectacle pour 250 personnes dedans. Wow, that's beautiful. Fait que l'ouverture pour 2026. 2026, c'est exactement ce qui est projeté en ce moment. C'est fin 2026, la fin de la construction. Fingers crossed. On va voir si ça se passe comme ça, parce qu'on sait qu'en construction, ça se passe pas toujours comme tu veux. Puis avec les tarifs, des trucs comme ça qui arrivent aussi, là, on sait jamais. Peut-être que ça va chambouler les marchés un peu, puis peut-être que les choses vont devenir tellement chères qu'il nous faudrait peut-être avancer un petit peu plus tranquillement. Mais on n'a pas du tout l'intention là, de faire ça. Fait que notre objectif encore aujourd'hui, là, c'est de livrer le tout là, à la fin 2026. 2026, parfait. On attend l'invitation. C'est définitivement. Garanti. Invitation faite live. Déjà, hein? Là, I can't walk this back. On tape. On tape. Ce genre de projet-là, je trouve que ça a une essence qui est plus grand, on voit du long terme là-dedans. On voit quelque chose, on vient s'installer, on vient mettre un pied quelque part. Ça crée une base pour la communauté. Il y a un autre aspect qui est quand même très souvent mis de l'avant pour la communauté noire, c'est l'histoire des Noirs. Le mois de l'histoire des Noirs. En février, c'est là que tout le monde prend le temps de se mobiliser. D'ailleurs, je pense que vous organisez un face-à-face. Fabrice, Émilie, on a reçu les 2. Ça va chauffer. Ça va être chaud. Mais ça va être chaud. Qui vont parler de l'importance, qui vont donner leur point de vue de l'importance du mois de l'histoire des Noirs. Selon toi, est-ce que le mois de l'histoire des Noirs est quelque chose de pertinent, qui amène du positif, ou c'est peut-être pas aussi pertinent, c'est peut-être même quelque chose que tu trouves d'inutile? Quel est ton point de vue là-dessus? Il y a une différence entre pertinent et nécessaire. Le mois de l'histoire des Noirs est nécessaire. Est-ce qu'elle est pertinente? Oui et non. Puis je m'explique. Pertinent, oui, tout simplement parce que on a besoin de continuer à compter nos histoires. Puis c'est important, dans le fond, pour la prochaine génération.
On a besoin également nous-mêmes aujourd'hui de se remémorer du travail qu'a fait dans le fond les générations d'avant nous. Puis on n'a pas souvent l'opportunité de le faire, tu sais. Nos cours d'histoire n'enseignent pas dans le fond, l'histoire de contribution des populations noires. Donc, ça nous prend ce moment-là collectivement pour pouvoir se remémorer de ça. Mais en même temps, pertinent non, en ce sens que est-ce que le mois de l'histoire de Noir fait qu'est-ce qu'il était censé faire? Et c'est ça la question fondamentale. Puis je pense que c'est la question également sur laquelle Émilie et Fabrice vont souvent avoir des points de vue qui vont s'entrechoquer là, pendant cette conversation-là, parce que je pense qu'il y a deux écoles de pensée par rapport à ça. Il y a du monde qui dit, mais regarde, juste la voir en soi, c'est pertinent. Puis il y a d'autres qui disent, mais juste la voir en soi, c'est pertinent, oui, mais est-ce que ça doit être juste ça, tu sais? Fait que c'est vraiment la question de la pérennité. C'est ça la question fondamentale, tu sais. Fait que moi, je me trouve un peu à la croisée des chemins, tu sais, je suis un peu sur la clôture un peu par rapport à ça. Puis pour être honnête avec, tu sais, vous, ma réflexion par rapport à la chose continue à évoluer. Il y a des moments où j'ai eu des doutes par rapport à ça, tout simplement parce que je trouvais que c'était peut-être un peu trop... c'est trop une performance. Je dis, on a eu moi l'histoire de Noir. C'est très market. C'est très market, c'est exactement ça. It was marketed very well. It was marketed very well, tu sais, puis c'est vraiment ça, puis c'est là que ça vient. Mais en même temps, je me dis, tu sais, on vit dans le monde dans lequel on vit. Si ça, if it's not marketed, it doesn't exist. La question maintenant, c'est est-ce que tu vas vouloir être tellement un puriste dans la chose que ça doit être une manière, ou est-ce que tu dois être assez malléable et agile pour comprendre le monde dans lequel que tu vis, puis tu es vraiment pragmatique par rapport à la chose, tu sais. Puis moi, je pense que je suis beaucoup plus penché du côté pragmatique de la chose, mais il y a quand même une partie de moi qui dit c'est pas vraiment ce que c'est censé être. Fait que, mais à suivre, Émilie. Oui, définitivement. Moi, j'ai hâte de voir cette discussion-là parce que je pense que c'est deux personnes très intelligentes qui peuvent nous emmener peut-être des points de vue qu'on n'a pas vus, qu'on voit pas, qu'on comprend pas. Justement, dans ce que tu dis, je pense que c'est bon de faire une différence entre est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est pertinent. Mais on en a parlé souvent. On pense que, c'est sûr qu'on aimerait ça. C'est quoi votre point de vue là-dessus? C'est sûr qu'on aimerait ça que ça soit tous les mois. Je pense que de limiter ça à un mois spécifique peut rendre la chose à un certain point redondant. On sait que ça s'en vient. C'est les mêmes affaires qui s'en viennent. On va préparer les mêmes affaires. Versus le vivre continuellement puis en apprendre tous les jours petit à petit. À la place d'un mois, on pour toute l'histoire là, puis tiens, rentre chez vous. Moi, c'est comme ça que je le vois. Caleb, je sais que tu t'es prononcé souvent là-dessus. Et toi, Caleb, c'est quoi? 50-50 un peu comme toi. Très mitigé aussi. Dans le fond, comme on l'a dit, notre éducation, notre histoire à l'école, on nous l'enseigne pas, cette contribution-là de nous les Noirs dans l'histoire. Fait qu'un peu, j'ai l'impression que le mois d'histoire des Noirs, c'est comme, regardez, apprenez ce que vous allez trouver, puis après 28 jours, merci, bonsoir, c'est fini. 28 jours, le mois le plus court de l'année en plus. Le mois le plus court de l'année en plus. Tu comprends? Puis c'est pendant ce mois-là aussi que différentes organisations, compagnies cherchent à mettre des personnalités afrodescendantes devant les médias, devant les réseaux sociaux pour dire oui. Puis après ça, OK, bon, on a fait notre job. Parlez-nous pas de racisme, parlez-nous pas de ci, ça. Ça, on n'a pas seulement, on parle de moi l'histoire d'un Noir. Puis quand tu leur mets dans la face, non, ça c'est la discrimination ou faites ci, ça, mais non, on n'est pas comme ça. Regarde le mois d'histoire des Noirs, on a mis, c'est un peu comme un escape pour eux de contourner les vrais sujets puis les vraies choses importantes pour notre communauté. Fait que, je suis comme 50-50. Le positif. Mais tu serais pas porté à dire, parce que c'est comme ça, on devrait pas en avoir. Non, je pense pas qu'il y a quelqu'un ici en ce moment qui dit on devrait pas l'avoir. Non, mais des fois, je me suis dit. Tu t'es posé la question. Ouais, je me suis posé la question. Des fois, toi, t'es comme, mais si c'est pour être comme ça, puis juste comme ça, mais pourquoi l'avoir? C'est ça. Puis, pourquoi nous, on a le mois d'histoire des Noirs, puis, les Arabes l'ont pas, les Asiatiques l'ont pas, les Italiens l'ont pas, les Québécois ou les Canadiens l'ont pas, les Américains, je veux dire. Il n'a nulle part. Pour le vrai, je me demande c'est qui l'a inventé, je me demanderais. Il faudrait que je fasse des recherches afin que vous savez. Moi, je crois que ça vient du fait que les Noirs ont vraiment été impliqués dans l'histoire
des Amériques versus peut-être les Asiatiques, versus les Arabes. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là où, dans le fond, nous, à un point tel qu'on nous l'enseigne même pas à l'école? Ben, c'est sûr. Oui, il y a plein de choses qui sont pas enseignées à l'école, en fait, qui devraient l'être. C'est pas juste au niveau culturel, au niveau économique, non, mais c'est nous, on n'a pas de cours on n'a pas de cours sur les taxes, on n'a pas de cours sur le salaire, on n'a pas de cours sur c'est quoi un emploi tu sais, il y a plein de choses dans la vie. C'est pas un oubli, c'est voulu. C'est voulu. Voilà. C'est voulu. Le curriculum de l'école, on le voit, là, c'est pour nous modeler, pour aller quelque part. Exact. Puis après ça, ben, tu sais, OK, on va rajouter le reste de manière, justement, avec des événements, avec des études supplémentaires, avec plusieurs manières de rajouter de la connaissance. Je pense que c'est une bonne source de connaissance, de base. Ouais. Fait que c'est pour ça que je veux pas qu'on l'enlève. J'ai peur que ça se fasse trop market, que ça devienne un cash cow. Un peu comme le Black Lives Matter, maintenant, on le voit. C'est rendu plus un cash cow qu'un organisme qui fait vraiment des actions concrètes. On le connaît plus pour les hashtags, la popularité. Donc, j'ai peur que ça s'en aille là. Que ça devienne un circus show. Tout le monde plonge dans ce mois-là pour aller chercher des contrats, pour faire des trucs, mais il n'y a pas de vraie essence derrière. C'est plus ça mon inquiétude. Ouais. Mais je crois que on va continuer à travailler, puis avec des centres comme le tien, c'est ce qui va permettre de concrétiser, de légitimiser ce qu'on fait durant ce mois-là. Parce que je pense qu'une fois qu'on le légitimise aussi, ça va devenir comme peut-être un Noël ou quelque chose où ça devient quelque chose de très légitime pour nous. Là. Mais pour l'instant, je pense que ça ne l'est pas encore. On est encore en train de trouver cette légitimité-là où pourquoi on le fait vraiment? T'sais? Est-ce que c'est vraiment pour nous ou bien on le fait pour faire plaisir? C'est quoi qui se passe? Je pense qu'on est encore dans cette période de questionnement-là. Ouais, mais en fait, pour la petite histoire, le mois de l'histoire des Noirs avait été adopté en 1996 de manière officielle au niveau national par Jean Augustine, qui était dans le fond une députée fédérale. C'est la première femme noire qui est devenue dans le fond une députée. C'est elle qui a parti mais dans le fond, ça existait aux États-Unis avant. OK. Mais elle avait pensé que ce serait important, dans le fond, d'avoir quelque chose de similaire ici au Canada. C'est dans ce contexte-là, dans le fond, qu'elle a fait adopter, dans le fond, à la Chambre de communes en 1996. C'est justement le Centre culturel afro-canadien de Montréal, c'est le CECAM. Cette année, on célèbre un peu le 30 ans de reconnaissance officielle au niveau national du mois d'histoire des Noirs. On souligne ça, admettons. Fait que c'est pour ça qu'on pose la question. C'est comme un bilan des 30 dernières années. C'est pour ça qu'on demande est-ce que le mois d'histoire des Noirs est pertinent. Puis je suis parfaitement d'accord avec ce que tu as dit tantôt là, par rapport à la présence de certaines institutions. On n'a pas une institution qui avait été fondée ou qui a été pensée de manière macro à promouvoir, préserver, faire rayonner notre patrimoine, c'est le patrimoine culturel ou le patrimoine artistique et historique dans le fond de la communauté noire. Donc, c'est pour ça que le CECAM devient un joueur vraiment important dans le space. T'sais. Fait que l'équipe a grandi très rapidement. On est 7 employés maintenant à plein temps au sein de l'organisation, 3 ans et demi de temps. Fait qu'on met vraiment le bouchée double pour s'assurer que le travail qui est fait puisse se rayonner au niveau national également. Puis qu'on devienne un peu un partenaire pour d'autres personnes qui veulent faire des choses. Mais notre objectif, naturellement, c'est vraiment de pérenniser qu'est-ce qui se fait, dans le fond, au niveau de la communauté noire, mettre de l'avant ça, puis de sortir, dans le fond, justement, là, des contraintes ou du carcan là, du mois de l'histoire des Noirs. Ça fait quoi pour toi de commencer à te faire reconnaître tranquillement, pas vite, pour un projet comme ça? T'as fait la page couverture du magazine Source Internationale. On commence à le voir. Ça te fait quoi? Est-ce que ça te motive? Est-ce que c'est plus comme « I knew it », the job is not done. T'as pas de sourire dans la face comme Kobe. Job is not done. Why should I be laughing? Ou t'es comme, yeah, nice, I did a God. Comment tu le vois, ça? Je dirais que j'apprends encore à être un peu plus, je dirais, public. La blague, quelqu'un que je fréquentais m'a dit mais Alain, toi, t'es une personnalité publique, t'sais. Puis ça m'a pris du temps avant de comprendre qu'est-ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, puis par la suite, il m'a dit dans une conversation, il a dit, mais je suis jamais sorti avec toi quelque part, là, parce qu'il y avait pas au moins 3 ou 4 personnes qui te connaissaient. Puis c'était la seule personne dans mon entourage, autour de moi, puis je connais du monde qui connaît du monde, là, que de toute manière systématique, tu te fais accoster à quelque part, tu sais. Puis j'avais jamais pensé à ça parce que je suis pas un sorteux, OK? Je sors seulement quand je suis invité à quelque part. Je pense que de manière générale, j'évite d'aller dans des événements.
tout simplement because I want to preserve my energy. Je préfère, dans le fond, aller courir, frapper le gym, faire quelque chose comme ça, puis me ressourcer, admettant que de me trouver à des événements. Mais force est de constater que quand tu pars un projet comme ça, tu parles à énormément de monde. Énormément de monde. Là. Mon Fireflies, est-ce que vous connaissez Fireflies? Non. Fireflies, c'est comme un outil d'enregistrement automatique d'intelligence artificielle qui prend note, dans le fond, de tes meetings, puis qui fait un résumé, puis envoie le résumé à tout le monde, puis tout ça, tu sais, mettons. Fait que ça enregistre. Mais oui, ça embarque pour toi dans le meeting. Vocal, ça fait un résumé, ça envoie à tout le monde qui était sur la rencontre automatiquement. Donc, moi, j'ai instauré Fireflies l'année dernière, au mois de mai, tu sais. Puis à la fin de l'année, il m'envoie un rapport pour dire toutes tes activités, puis etc. Est-ce que vous savez que j'avais fait quelque chose de ridicule, quelque chose comme quasiment genre 8000 heures? 8000 heures? C'est quand tu regardes ces affaires-là que tu vois. Ah, mais là, en termes de meeting, là, c'est juste ridicule qu'est-ce que j'avais déjà fait. Là, fait que c'est énorme là, quand tu y penses. Fait que, attends, juste. Fait que ça enregistre, puis ça te fait un résumé, mais ça te calcule le nombre de temps que tu as passé dedans. Ben, ça veut dire que ton meeting a duré 1 heure. Wow. Ça veut dire lui, il a vu son nombre d'heures d'enregistrement, il y avait 8000 heures d'enregistrement. Et tout ça, ça fait que je suis comme, oh my God, c'est le nombre d'heures que j'ai investi, j'avais passé, dans le fond, à travailler sur des meetings et des trucs comme ça. C'est vraiment énorme. Fait que quand je pensais à tout ça, puis la raison pourquoi je fais ce point-là par rapport à Fireflies, mais par rapport aux rencontres de manière générale, c'est comprendre, dans le fond, l'ampleur du travail qui doit être fait pour faire atterrir des projets comme ça. Le nombre de personnes que tu dois rencontrer pour faire ça. Moi, je ne le calcule pas, là, mais il n'y a pas une journée que je me rappelle où dans les 3 dernières années, où je n'ai pas eu un minimum de 5 rencontres. Puis prendre des vacances, je n'ai pas pris en 3 ans et demi de vacances. Le plus longtemps que j'étais off, c'est 3 jours. Je suis allé à Chicago l'été dernier. Ça a été ça, là. Fait que c'est beaucoup de jeux à mettre dedans, Puis je suis pas la seule personne, là, pour être complètement transparent. On a aussi d'autres membres du conseil d'administration qui étaient là dès le départ, là. J'ai Ismaël Boulay, j'ai Patricia Faucant, j'ai du monde là, qui a fait le travail vraiment de titan pour faire avancer ce projet-là aussi, qui ont mis des heures ridicules, puis c'est des professionnels avec de 9 to 5 aussi, là. Donc, c'est vraiment, le point que je suis en train de faire, c'est pour dire que c'est vraiment un vrai travail de communauté. Tu m'as posé la question tantôt, est-ce que tu t'as fondé? Oui, j'ai fondé le Centre culturel afro-canadien de Montréal. Et oui, j'ai apporté 99% du financement à l'intérieur du centre. Mais c'est pas seulement une question d'argent, là, puis de connaissances. Mais tu finis quand même par te bâtir, dans le fond, un écosystème, un réseau de personnes qui participent dans quelque chose de communautaire parce qu'ils y croient. Donc, la réussite du Centre culturel afro-canadien de Montréal, autant que ça m'apporte beaucoup de visibilité, puis les gens en parlent, puis je suis dans les médias, etc. C'est parce que ça prend un porte-parole, quelqu'un pour le faire. Mais demain matin aussi, quand je viens débuter aussi, là, moi, peace out. Fait que ça vous demande à quel point, pour moi, c'est vraiment un projet qu'il fallait qu'il se fasse. Moi, je le voyais vraiment que je te limité dans le temps. Il fallait que ça se fasse. I stepped up, je l'ai fait. Puis maintenant, ça devient le centre de la communauté. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été un projet de legs pour la communauté. Ça n'a jamais été le projet d'un homme. J'avais jamais aspiré à être le dirigeant d'une institution. Ça n'a jamais été un rêve de vie pour moi. J'ai toujours voulu servir, peu importe la manière que je devais servir. Puis le Centre culturel de Sécam, pour moi, c'est juste un autre véhicule pour apporter ma part, pour faire ma contribution à la communauté. C'est bon. On a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. On fait un petit mouvement latéral, mais on veut avoir ton point de vue. La communauté on commence à la voir un petit peu plus dans la culture québécoise. On commence à la voir dans le langage, on commence à la voir dans le côté humoristique. Côté humoristique, on l'a vu, on a eu la période de pandémie. Je pense que ça a parti le bal pour beaucoup de personnes. On a eu des comic clubs qui ont ouvert, où ce que ça ouvrait les portes à des gens issus de la diversité pour venir faire des stand-up, venir se pratiquer surtout. Pour pouvoir en faire un métier. Est-ce que tu as des petits coups de cœur dans la communauté qui sont dans le monde humoristique qui arrivent à partager ce côté culturel-là ou est-ce que tu es confortable avec ça ou est-ce que les gens, des fois, ils vont blaguer un peu de nos pratiques culturelles, comme quand on était jeune, on se faisait ass-whoop,
On se fait chicaner, la manière qu'on se fait parler, l'agressivité des fois qu'il peut avoir dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on fait. Tout, sans le rendre être une parodie, mais en direct, des fois, ça le fait. Est-ce que tu es confortable avec ça? Est-ce que tu es un fan? Est-ce que il y en a plein? Il y a Taille maintenant qui est rendu international. Il y a des... Est-ce que tu as un petit coup de cœur là-dedans, dans ce monde-là? Ben, t'as mentionné. Moi, c'est comme quand je dors pas mes nuits, là, parce qu'il faut que je me distraise parce que je passais trop de temps sur TikTok. Instagram, regarder le content de Taille. C'est clair que pour moi, c'est le coup de cœur. Et puis pourquoi? Parce que je pense qu'il amène ça de manière quand même assez authentique. Puis je pense que l'authenticité est vraiment importante. Tu sais, puis il y a beaucoup de monde qui se dit, ah, regarde, c'est pourquoi on est obligé, dans le fond, de laver, genre, tu sais, le linge sale de femme, tu sais. Ben, regarde, c'est un peu nécessaire de le faire. Puis il faut être capable, dans le fond, de le faire. Tu sais, j'écoute, je trouve qu'on essaie pas de mentir. Oui. Avec Kathleen Antoine, puis etc., toute la gang, là. Ben, moi, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup en ce sens que je pense que ça nous apporte une forme de vulnérabilité au niveau de la communauté. Puis il n'y a pas cette présomption-là, dans le fond, que tout est parfait. Okay. Puis je pense que le plus qu'on passe de temps à essayer de se dire, mais regarde, on veut pas que les autres sachent qu'est-ce qui se passe dans nos vies, ben, le plus qu'on va refuser, dans le fond, d'adresser des enjeux qui sont vraiment réels dans nos communautés. Puis j'ai toujours été un gars, mettons, proudly, black and ancré, dans le fond, dans mon upbringing haïtien. Tu sais, j'ai toujours moi-même eu un certain malaise des fois à voir l'absence de vulnérabilité dans nos approches. Tu sais. Puis on ne pourra pas continuer éternellement à se mettre la tête dans le sable. Puis tant aussi longtemps qu'on ne prend pas une approche qui est collective, vous dites, ouais, c'est correct d'en parler. Puis souvent, c'est correct de dénoncer aussi. Puis des fois, si c'est public, ben c'est public. Ben, tant aussi longtemps qu'on n'a pas fait ça, je pense que le monde qui font qu'est-ce qui n'est pas correct, ils vont pouvoir toujours continuer à se cacher. Puis il n'y aura pas d'imputabilité. Puis il faut certaines choses, il faut vraiment que tu sois capable de le dire. Puis pour beaucoup de monde, ça fait beaucoup de bien également. Rapidement, dictionnaire des chillers. T'es-tu un fan? C'est pas des questions controversées. Oublie pas que moi, je suis en politique, OK? Il y a des questions, là, tu ne peux pas me poser comme ça pour me mettre dans une position. OK. Je vais vous dire quelque chose, OK? Moi et ma soeur, peut-être 2 ans passés, on parlait, OK? Et moi, je me rappelle, là, je suis un petit peu plus vieux, OK? Je suis dans la quarantaine, là, tu sais. Moi, j'allais à Saint-Ex, etc. Puis, moi, j'avais des gars avec qui j'ai grandi, des gars qui étaient là, qui parlaient créole easy, là, pas de problème, là. Qui n'étaient pas de la communauté haïtienne, que j'ai appris seulement 15 ans plus tard, ces gars-là n'étaient jamais haïtiens. Fait que je sais que c'est parti de quelque part, tu sais. Mais avec les nouvelles générations encore plus jeunes aujourd'hui, de 15 ans, de 17 ans, quand tu les entends parler, moi, j'ai ma nièce, là, qui a 23 ans, j'entends parler, je comprends pas. On dirait comme chaque 2 mots que tu dis, c'est créole, puis un mot qui est français là-dedans, mais que tout le monde te comprend. Tous tes amis autour de toi qui sont même pas de la communauté, ils comprennent, parce que c'est comme ça qu'ils parlent aussi. Fait que je pense qu'on était rendus là, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, nous, on avait toujours dit, tu sais, de la famille, on dit, on est des Québécois. Les Québécois, c'est pour dire que créole québécois, tu sais. Puis moi, j'aime beaucoup cette expression-là. On l'a complètement inventée, tu sais, vraiment les jokes de famille, là, puis on pense que c'est vraiment drôle, mais c'est pas si drôle que ça. Mais finalement, tu te rends compte, c'est quand même vrai, tu sais. Mais c'est vraiment ça. Le dictionnaire des chillers, pour moi, c'est un peu comme ça, tu sais. Fait qu'il fallait que quelqu'un fasse quelque chose. Puis je sais qu'il y a eu beaucoup de controverses par rapport à ça, pour dire, ah, mais regarde, pourquoi c'est un blanc qui le fait, etc. Puis la question est tout à fait légitime. Mais, tu sais, je sais que c'est opinion not very popular, mais la fois, pourquoi on n'a pas quelqu'un qui step up dans la communauté pour le faire avant? Big facts. Tu sais, à la fin de la journée, si c'est devenu le langage du street puis des chillers, ben, en théorie, ça n'appartient plus vraiment à la communauté. Ça devient la culture populaire. Mais si nous, au niveau de la communauté, je pense que quelqu'un, puis je suis pas mal certain qu'il y a du monde qui ont pensé, peut-être qu'il n'y avait pas les moyens, vous n'avez pas les accès. N'oublie pas ça aussi, il y a aussi de privilege that comes with it. Oui, définitivement. Cette idée-là de entitlement, ah, mais regarde, moi, je peux m'accaparer de tout ce que je veux parce que c'est un moyen, tu sais, je comprends cette réalité-là, ça existe aussi. Puis pas mal certain qu'il y a un gars dans son sous-sol, là, ça fait comme 15 ans qu'il y pense. Il n'y avait peut-être pas les moyens pour y arriver. Mais à la fin de la journée, le gars est arrivé quand même. Fait que moi,
tout ce que ça fait, en autant que ça met de l'avant, puis ça, tu sais, la culture, et ça reconnaît sans nécessairement essayer de s'accaparer de la culture, tu sais, de se l'approprier. En autant que tu donnes du credit à la communauté, where credit is due, moi, je suis à l'aise avec ça. Ouais, gars. Est-ce qu'il y a vraiment donné du crédit ou bien... En tout cas. Je pense pas que c'est ça. Mais, je veux dire, comme c'est une question qui est controversée, là, puis je pense pas qu'il y a une réponse qui est parfaite. Il y a du monde qui dit, c'est comme, il y a quelque chose qu'il fallait qu'il se fasse. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'est lui qui est arrivé? Est-ce qu'on lui donne du crédit pour? Puis, et le gars, il est sorti. Justement, il était très apologetic. Pour dire, comme, c'est jamais été mon intention. Il a vu quelque chose qu'il fallait qu'il se fasse. Ça a été fait. Mais justement, ça démontre à quel point c'est important, justement, d'avoir des institutions qui existent, qui pensent à des trucs comme ça. Ouais. Moi, c'est comme l'idée du je suis québécois, là, qu'on me parlait de ma famille, c'est quelque chose que nous, on pense déjà pouvoir, de quelle manière. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut ancrer, dans le fond, dans le dictionnaire? Être québécois, qu'est-ce que ça veut dire, t'sais? Là, je dis ça aujourd'hui, là, je sais que maintenant, ça va être viral. Tu l'as perdu, là. C'est viral. J'ai perdu, j'ai plus d'originalité. But you will remember that I was the first person to say it here. It's on tape, right? Yeah, exact. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de dire, mais regarde, il faut vraiment qu'on... Peut-être que c'est peut-être tu sais, je dirais, c'est peut-être aussi on doit voir ça comme étant un wake-up call aussi. Ouais. Oui. Pour dire comment on arrive à own notre propre culture. Parce que c'est ça, historiquement, ça a été ça. Pour s'assurer de la garder aussi. C'est comment la garder, la préserver, mais pas seulement ça. C'est vraiment comment la promote. La chérir, tu sais. Parce que je pense pas que l'amener plus loin, l'amplifier. Je pense pas que notre problème, c'est de le partager. Je pense que le problème, c'est que c'est qui l'a partagé puis qui s'en est... sans se l'approprier, parce que c'est un peu ça qu'il a fait quand il a décidé de le sortir, c'est de s'approprier un langage puis de dire, hey, c'est ça le langage. Mais tu sais, un langage, là, il faut que ça soit un consensus, il faut que ça soit, tu sais, le français, je pense pas que c'est une personne qui est venue qui a sorti le dictionnaire français. Oui, c'est pas mal que ce qui est arrivé, c'est l'Académie française qui l'a fait. L'Académie française, c'est plus qu'une personne. Ouais, c'est clair. C'est une académie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un travail. Okay, toi, qu'est-ce que tu as C'est des experts qui sont ensemble, puis qui étudient, puis qui emmènent une étymologie, puis qui emmènent... C'est ça, un dictionnaire. Est-ce que c'est ça qu'il a fourni, ou il a juste fourni des mots pour que les gens aient utilisé de la mauvaise manière? Moi, c'est plus comme ça que je l'avais vu. Toi, est-ce que c'est le problème des gros mots qui vous dérangent, comme le get maman, puis tout ça? Est-ce que c'est ça, get, puis... C'est quoi qui vous dérange? C'est ça qui a été promu. De un, c'est mais c'est tellement beaucoup plus que ça. Exact. Mais c'est ça. Fait que pour moi, c'était comme, j'ai l'impression qu'ils s'en vont dans la mauvaise direction. On s'est accroché, dans le fond, après les mots qui n'étaient pas trop nice. Ouais. Mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. Parce que dans sa promotion, mais tu sais, je sais pas c'est quoi le mot qu'il disait. Un mot que les Haïtiens, je pense, on dit même plus. Boba de senti. Boba de senti. Mais qui dit ça? Exactement. Mais c'est ça. Donc, c'est pourquoi. Dans sa vidéo promotionnelle, c'est ça qui avait. Tu sais, si tu fais une vidéo promotionnelle, assure-toi de le faire convenablement. Il n'y avait pas juste ça. Moi, j'ai feuilleté son dictionnaire. Il n'y avait pas juste ça. Non, il y a des trucs pertinents. Dans ta vidéo promotionnelle, si moi je fais une vidéo qui va promouvoir moi, je vais m'assurer de mettre quelque chose de quand même qui fait de l'allure, là, qui est en bonne uniforme. Toi, le problème, c'est que tu trouves qu'il a un peu réduit la culture à caricaturer. Caricaturer notre langage, définitivement. OK. En disant que c'est un langage de chiller, juste en partant. Et il a fait du cop sur notre dos. Mais appelle pas ça un langage de chiller. Moi, je suis pas confortable avec ça. C'est pas juste le chiller qui parle comme ça, comme tu l'as dit. Grandi à Saint-Ex. J'ai des amis qui sont dentistes, j'ai des amis qui sont avocats. C'est pas des chillers, c'est des gens qui travaillent très fort. Mais qui parlent comme les gens du quartier. Donc, c'était mon point de vue critique. Un peu de réduire à ça, les vrais chillers sont ceux qui parlent comme ça. C'est un peu qu'est-ce qui dérange. Moi, c'est la partie qui m'a le plus dérangé de la chose. C'est-à-dire que pour être un vrai chiller, tu dois dire Boba de senti. Exactement. Mais c'est pas vrai parce qu'il y a personne qui dit ça. J'ai pas moi de street cred parce que je sais pas Boba de senti. C'est ça quand je m'excuse. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai dit ça. Comme je pense que j'ai jamais dit ça. Mais en tout cas, c'est spécial. Rapidement, La Kainu 2. OK. Qui est sorti ou qui va sortir prochainement? Il est sorti la semaine dernière. Ouais, c'est ça, il est sorti. On sait quand le 1 est sorti, ça a fait toute une sorte de polémique sur les réseaux sociaux. C'est pas représentatif. Il fait ça. Au lieu de faire ça pour nous, la communauté, il fait ça pour les Blancs, etc., etc. Il y a eu toutes sortes de commentaires. J'imagine, toi, tu l'as vu passer aussi. J'étais là au lancement du 1.
disais 1. Ouais. Dis-nous tes commentaires, appréciations. Comment tu trouves la série? La série, est-ce que tu veux que je parle du 1 ou tu parles genre de manière générale ou est-ce que tu parles d'une saison en particulier? Non, de manière générale, de cette série-là. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a deux écoles de pensée dans la chose. OK? Puis je vais vous dire pourquoi je pense que ça ne se vit pas au même niveau. Je vais vous donner ma perspective, je vais vous donner l'autre perspective que je sais qui existe, qui est vraiment un peu celle de mes parents. OK? Quelqu'un comme ma mère, là, OK? Je sais pas, est-ce que vous avez déjà vu Jasmine, la série Jasmine? C'est dans les années 90, là, c'est avec c'est quoi son nom, là? Linda Malo. Ouais, je vois de quoi tu parles. Oui, ma mère écoutait ça. Je me rappelle à quel point ma tante, mes parents étaient fiers de voir une Haïtienne noire qui jouait ce rôle-là. OK? Puis le sens de fierté, ça les a apporté. On est encore au Québec, là, parce qu'oublie pas que la série comme ça, là, c'est seulement avec des castes noires, ça se passe, c'est monnaie courante déjà dans le reste du Canada, puis ailleurs aux États-Unis aussi. Aux États-Unis surtout, oui. Mais que ça soit concentré sur la communauté haïtienne, ça a un poids qui est vraiment beaucoup plus significatif. C'est la première fois, vraiment, c'est une communauté ethnoculturelle. Pas des Noirs, là, ethnoculturelle. C'est un gros shift, dans le fond, pour la communauté haïtienne sur le plan de la culture, puis comment on intègre, on pénètre la culture québécoise. Mais comment ça développe une forme de mixité de culture également, qui permet à la communauté haïtienne, justement, de s'implanter directement au cœur même de la culture québécoise. Ça, c'est quand même significatif sur un plan culturel. Puis je pense qu'on va regarder genre 15 ans en arrière, puis on va dire, oh my God, that's where it all started. Fait que pour quelqu'un comme ma mère, puis mes tantes qui regardent ça, qui sont d'une génération, ma mère, c'était 11 ans, là. Elle est arrivée ici au Canada, elle avait 19 ans, 20 ans. Okay? Puis on regarde ça aujourd'hui pour voir le chemin qui a été parcouru, pour voir sa culture, aussi imparfaite soit-elle, représentée dans une série de télévision, où est-ce qu'elle peut comprendre les mots, où est-ce qu'il y a beaucoup de gestes qu'elle peut s'identifier. Mais elle, c'est beaucoup plus proche de sa réalité que le feu de l'amour. Là. Ouais. Okay? Fait que pour elle, c'est vraiment important. Ça, c'est la perspective de ma mère. Puis je pense que c'est très important de ne pas perdre de vue qu'est-ce que ça représente pour toute une génération de personnes. Ouais. La deuxième perspective, c'est celle des personnes comme les nous, les deuxième, les troisième générations qui sont ici. Puis on regarde ça, t'es comme, OK, je sais pas, c'est un peu off parce que moi, tous les gars que je connais autour de moi qui sont des Haïtiens, ils parlent pas comme ça. Les référents qu'on met de l'avant, ils ne parlent pas comme ça. Moi, je pense qu'il y a une forme d'élitisme, un peu, de la manière que la série a été présentée, qui représente la réalité d'une classe, dans le fond, de la communauté haïtienne, qui n'est pas tout à fait liée à la réalité culturelle, réelle, montréalaise haïtienne. Je comprends ce que tu veux dire. Ça veut dire que, entre nous, là, quand on parle vraiment de culture haïtienne dans la communauté, pour certaines générations de personnes, là, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Là. Non, la dynamique est complètement différente. La dynamique est complètement différente. Des familles complètes. C'est exactement ça. Maman, papa, etc. Grand-papa, Parfait, tout le monde est là. Puis je sais, je comprends la réalité et le besoin pour le réalisateur et toute l'équipe derrière, dans le fond, de le rendre plus ou moins accessible. Parce que je ne pense pas qu'ils l'ont fait seulement pour la communauté haïtienne. Ils l'ont fait, dans le fond, pour le grand public. Ils voulaient au moins peut-être commencer à quelque part. Puis avec le temps, se permettre plus de choses. Puis ça aurait été peut-être trop rough d'arriver avec quelque chose qui est tellement différent que ça allait potentiellement être un turn-off pour les autres. Mais c'est parce qu'on présume automatiquement que les autres ne voudraient pas ça, mais on ne sait pas qu'ils ne le voudraient pas. T'sais. Fait que d'une certaine mesure, je pense que la question se pose des débats. Est-ce que nous, on présume que les autres ne le voudraient pas? Donc, c'est un jugement sur eux, que je ne pense pas que c'est tout à fait juste de penser que si c'était trop haïtien réel, que, mettons, la communauté non haïtienne l'aurait rejeté. Fait que c'est comme si on leur disait, ce monde-là, ils ne sont pas ouverts d'esprit. C'est faux. Ou, dans le fond, c'est de dire, mais regarde, nous, on va prendre l'approche, puis on va représenter une réalité qu'on veut qu'il soit la perception de la communauté. Puis à ce moment-là, il est complètement pas tout à fait juste. Parce qu'il y a tellement beaucoup plus de complexité dans la communauté haïtienne, de manière générale, que d'arriver à le présenter d'une manière aussi québécoise parfait. Moi, c'est la partie qui me rejoint un peu moins dans la chose. Mais j'ai écouté numéro 1, la série, la première saison, avec grand intérêt. C'est quelque chose de différent, puis je pense que ça représente un shift culturel quand même, qui est quand même assez significatif. Ça ne sera jamais parfait non plus.
Puis je ne pense pas qu'on tend vers la perfection, mais je pense que les réalisateurs puis l'équipe va devoir faire un effort beaucoup plus réel. J'ai pas encore vu la saison 2. Peut-être que ça a changé un peu. Puis j'espère qu'il y a eu des ajustements eu égard, dans le fond, aux commentaires qui ont été portés puis aux critiques qui ont été portées à la première saison. Je pense que ça a été pris en j'espère que ça a été pris en considération. Fait que, avant de me prononcer davantage, je vais laisse-moi regarder la saison 2, réinvitez-moi, puis je vais vous donner ma perspective pour voir est-ce que la chose est beaucoup plus proche de qu'est-ce que je pense en théorie ça devrait être pour la réalité de la communauté. Ben, t'as bien dit ce qu'on pensait, puis quand on en avait abordé ce sujet l'année dernière. Moi, c'est l'année dernière que ça a sorti le 1. Ben, tu sais, c'est que ça représente. Pour moi, la culture, la langue, quand tu parles de représentation, c'est extrêmement important. Fait que si tu manques sur ces points-là, ben, tu viens. Je veux pas dire que tu as échoué ce que tu voulais faire, que ce soit. Ça crée une barrière. Ben, exact. D'une certaine mesure, tu te délégitimises. Exact. Puis, je pense que c'était. Je lui donne 100% crédit à Fred d'avoir parti ça. OK? 100%. C'est plus qu'une émission aussi qui a parti. Il y a parti un système aussi, il y a mesure de production, jumelage. Exactement. Ouais, fait que t'es 100% crédit à ça. Mais je pense que il a eu un petit peu échappé dans le sens que ça aurait été une émission parfaite pour monsieur, madame, tout le monde. OK? Peut-être qui ont certains préjugés ou qui connaissent pas la culture haïtienne, d'en apprendre davantage puis de nous voir vraiment dans notre élément. Parce que dans l'émission, je trouve qu'on l'est pas dans notre élément. En fait, je pense qu'il a focusé sur des personnages, puis ces personnages-là n'ont pas rejoint le public, qui sont les personnages les plus âgés. Je pense que la saison 2, il a fait un shift puis il focus sur les plus jeunes aussi. Là, on commence à voir le frère d'Irdens un petit peu plus comme lui, avec ses problèmes. Ouais, mais je pense que, comme je dis, c'est peu importe quel groupe d'âge tu veux essayer d'aller chercher. Mais je pense que les plus jeunes, ça va être plus facile. Je pense que les plus jeunes, ça va être beaucoup plus facile que la première, deuxième génération ici, où ce que nous, on a encore une barrière de langage. On a encore l'accent. L'accent vient nous déranger. Et je pense que les jeunes, l'accent vient un peu moins les déranger. Oui, je suis d'accord. Non, je suis pas d'accord. Les plus jeunes, quand tu dis plus jeunes, tu parles de quel âge? 20 ans, 25 ans et moins. Je pense que eux, quelqu'un qui parle avec un accent plus québécois, ça les dérange pas autant. Ouais, tu penses? Comme moi, je me rappelle, là, je faisais un oral, je prenais mon accent québécois, puis les autres me regardaient comme, yo, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais, man? Comme, moi, je suis comme, yo, j'ai besoin que le prof me comprenne. Je vais avoir une bonne note. Je vais lui donner son bon français. Mais tout le monde me regardait comme, bro, you weird, bro. You weird. Mais je pense que ça, c'est ta code switch. Exact. Easy money. Je peux faire ça n'importe quand. Accent français, accent québécois. Je peux te sortir tous les accents. Déjà, c'est correct, le code switch. C'est correct, c'est parfait. Mais dans une série comme ça, je pense que ça aurait été bon de garder l'original, de se rapprocher le plus proche possible, en tout cas, de vraiment... Mais c'est pour ça que je pense qu'au niveau des personnages, je pense que les personnages qui nous rejoignaient au niveau de l'âge, ben, tu sais, c'est des métis, de un. C'est ça la réalité, là. C'est des métis qui performaient ça. Donc, c'est sûr que ça va être plus difficile pour eux nécessairement de représenter quelqu'un avec 100% la mentalité, puis l'historique, puis le bagage qu'on a. Je leur donne le bénéfice du doute, mais je trouve que c'est une bonne avancée, comme tu as dit, un bon chiffre culturel. Puis ça peut pas être juste sur eux. On peut pas tout mettre ça sur eux. Je suis d'accord. Les Américains, ils ont 8 millions de shows noirs, ils ont Family Matters, ils avaient Fresh Prince, c'était tout différent. Tout montrait un aspect différent de la société. Je pense que parce que Bill Cosby Show, là, c'était pas très rien à voir avec la réalité de la plupart des Afro-Américains. Mais qu'est-ce que ça a quand même eu le mérite de forcer les Américains à voir les Noirs américains, les Afro-Américains de manière non monolithique. OK, c'est vrai, il y en a qui sont des docteurs. Puis même s'ils ne savaient pas, ou même si ce n'était pas vraiment vrai, au moins ça les forçait à penser que c'était possible. Parce que la force des personnages dans des shows comme ça, ça pénètre tellement l'imaginaire que même si ce n'est pas vrai, tu finis par l'accepter comme étant une réalité. Puis, dans une certaine mesure, je pense que
des shows comme Lakainu, moi, du succès des gens qui ont succès dans la communauté, moi, j'en vois tous les jours. Là. C'est les gens qui nous donnent des chèques de 5 000, 10 000 pour le centre culturel. Ce modèle, il existe. C'est juste qu'il ne parle pas avec l'accent, oui. C'est ce qu'on comprend, mais ce modèle, il existe. Ça fait que c'est real. Mais je pense que c'est quand même assez important aussi, dans un contexte, si vous me permettez de faire le lien avec Montréal-Nord un peu, il y a tellement de perception dans le fond de la communauté qui est axée sur Montréal-Nord. C'est pour ça que je disais, quand je parle de... On vient tous de Montréal-Nord. Whether we like it or not. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est que quand quelqu'un veut te mettre une étiquette, quand quelqu'un veut te rabaisser, quand quelqu'un veut te mettre dans une case, le mot d'insulte qu'il va utiliser, c'est que... Montréal-Nord. Fait que quand tu marches dans la rue, là, je m'excuse, t'es à Westmount, là, si quelqu'un veut t'insulter, le mot le plus facile à utiliser, vous avez sûrement qu'il vient de Montréal-Nord. Fait que le Montréal-Nord, je dis à tout le monde, sans faire de la politique, la transformation de l'image de Montréal-Nord, c'est vraiment la transformation de toute une communauté aussi. Fait que le plus qu'on arrive à s'investir dans Montréal-Nord, le plus qu'on se voit chacun comme étant quelqu'un de Montréal-Nord, le plus qu'on comprend cette réalité-là nous touche également, le plus qu'on comprend également le besoin justement de changer cette réalité-là. Fait que Lakainu, dans une certaine mesure, n'est pas un Montréal-Nord, puis c'est peut-être une bonne chose dans ce sens-là aussi. Parce qu'on veut être capable de projeter quelque chose qui est différent par rapport à Montréal-Nord, même si Montréal-Nord, c'est pas du tout ce que le monde y projette. Mais la perception, c'est la réalité. Il y a personne qui va dire « Ah, mais j'ai entendu ça, c'est peut-être pas vrai. Moi, je vais faire un tour à Montréal pour vérifier, pour voir c'est qu'est-ce que j'entends voir dans le journal de Montréal, si c'est vrai. » Ça n'existait pas, là, tu sais. Fait que c'est ça la réalité de la chose. Vas-y, Caleb, on finit ça. Donc, on va terminer avec un petit jeu. Je te donne 2 choix. Tu choisis. Ça peut être bouffe, alcool, film, personnalité publique et autres. Puis, exact. Pas de questions controversées, s'il vous plaît. Je suis en politique après tout. Si tu me dis pas, je peux t'accorder un pass. OK, c'est bon. Un. Okay. C'est bon? C'est bon deal. Je commence. Ouais, vas-y. OK. Denis Coderre ou Valérie Plante? Valérie Plante. Valérie Plante. Parfait. T-Vice ou Karimi? C'est a good one. C'est a tough one. Karimi. Karimi. OK. Karimi ou Harmonique? Karimi. Karimi. Damn, OK. Sauce pois, quand tu manges ton diri sauce pois, est-ce que tu le mets sur le côté de ton riz blanc dans ton bol ou tu le mets par-dessus le riz blanc? Ah, c'est la question la plus facile. Je prends pas de sauce pois. T'aimes pas le sauce pois? Non. Du tout? Non. C'est quoi que t'aimes pas dans le sauce pois? Pas de sauce pois. De goût et de couleur, on n'en discute pas. Pas de sauce pois. Pas à côté, pas par-dessus, pas en dessous. Yo, pas de sauce pois, OK? Cette question, c'est la plus facile que tu m'as posée à date. Wow, OK. Damn, OK. Bouillon ou soupe joumou? Soupe joumou, c'est comme un peu, tu sais, pour moi, c'est un peu un sacrilège de manger de la soupe joumou. Une date qui n'est pas le 1er janvier. En dehors du 1er janvier. Fait que, t'arrives quelqu'un dimanche, là, puis il a fait comme ça, on va aller avec bouillon, OK? On va aller avec le bouillon. D'accord, parfait, c'est bon. Ouais. Tupac ou Biggie? Tupac. Ouais. Jay-Z ou Nas? Jay-Z. Jordan ou LeBron James? Le monde écoute là. MJ? Ouais. C'est bon, t'as fait le bon choix. Est-ce que t'écoutes un peu de hockey? Ouais. Un petit peu? Gretzky ou le mieux? Le mieux. Le mieux? Damn, on veut de 99. OK, parfait. Ouais. He's got 99 problems, but the Gretzky and one. Jeff Bezos ou Musk? Bezos. Ouais. Ah, t'as vu, t'es un des rares qui nous a dit Bezos. La plupart des gens, ils choisissent Musk. Ouais.
Puis La stratégie, est-ce que vous la comprenez pensée. Pourquoi? Ben, c'est toi. Et non, mais je veux dire, comme de manière générale, est-ce que vous avez... Je pense que les gens, ils voient plus l'impact du 9,99 de Bezos, ce qu'il a créé, l'empire, comment il a commencé, versus Tesla, Elon Musk. Pas dire qu'il était, comme qu'on dit, les Québécois, il était dans la ouate déjà en partant, là. Mais je pense que c'est le cheminement, je pense, qui a beaucoup plus d'impact. Puis c'est quelque chose que, comme monsieur, madame, tout le monde consomme énormément avec Amazon. Ben, c'est clair. Mais c'est un game changer, là, aussi, là, ça complètement. Puis évidemment, je suis pas entendu que l'impact a été hyper positif. Un peu, ça a bouffé tellement de petites entreprises aussi, là. Puis ça va juste continuer à en bouffer d'autres, là. Que ça niaise pas, là. Mais moi, c'est le génie. Puis l'ingéniosité d'avoir pensé à créer quelque chose comme ça dans un moment où il était tellement en avance par rapport à nous. Là. Ouais, définitivement. On était en 1999. T'es déjà sur Internet, là. 99, là, gars, moi, j'apprenais encore mon Excel, là. On n'était pas très, très avancé où ce qu'on a aujourd'hui, là. 99, je suis en secondaire 4, secondaire 3, peut-être. Puis, non, c'est... Je pense même pas que tout le monde avait Internet chez eux, tu sais. Non, mais non. Par Internet. C'est Napster, puis ici, c'était le dial-up. LimeWire, là. On est encore de cette époque-là, là. Fait que le gars était vraiment, vraiment en avance d'avoir eu ce génie-là à penser à ça, de voir ce que ça pourrait se rendre. Moi, c'est vraiment, c'est le génie de Bezos que j'aime. Okay. 2 derniers. En termes dans la politique libérale, Dominique Anglade ou Justin Trudeau, qui aurait fait une meilleure job? Je connais Dominique. Tu connais Justin aussi? J'ai travaillé avec Dominique. Je connais Justin. Pas de la manière que je connais Dominique, mais j'ai travaillé pour le cabinet de gouvernement de Justin Trudeau. J'irais de manière controversée avec Justin Trudeau. Avec Justin Trudeau, oui. Parfait. Dernier, Donald Trump ou Vladimir Poutine? Aucun des deux. Je pense que les deux sont une menace à la démocratie. Puis s'il y a quelque chose qui me fait peur, ou je ne veux pas dire qui me fait peur, mais s'il y a quelque chose dans le fond qui me garde un peu réveillé la nuit, qui m'inquiète un peu, c'est le statut de la démocratie en ce moment dans le monde. La démocratie là, est en train de prendre des baffes là, mais sérieux là, en ce moment-là. Puis je ne pense pas que Trump est en train de contribuer à solidifier, dans le fond, les assises démocratiques. Puis je ne pense pas que Poutine n'a jamais care à faire ça non plus. Donc, c'est très difficile pour moi de faire un chef. Moi, rendu là, c'est deux mots égaux. Puis je fais aucun choix des deux. Ouais. Il a pris son passe. Il l'a pris. Parfait. Au bon moment. Merci beaucoup, Alain, d'être venu passer du bon temps avec nous. De nous avoir partagé tout ça sur la politique. On te souhaite toutes les chances pour passer au prochain niveau, pour venir aider la communauté. Puis je sens que même si tu passes pas au prochain niveau, tu vas continuer à faire ce que tu fais. Non, il va passer. Tu vas continuer. C'est ça l'objectif. Oui, c'est définitivement ça. Mais dans le sens en disant, peut-être que c'est pas les libéraux qui vont passer, comme tu as dit. Peut-être que ça va être les conservateurs. Peut-être que ça va être un parti complètement différent, mais je pense que tu vas quand même être là à venir fortifier les liens qui nous gardent solides dans la communauté, puis qui renforcent la communauté québécoise. Je pense que tout ce qu'on va rajouter à la communauté québécoise blanche, je pense que ça va être un atout. Puis je pense que tu as bien présenté ça aujourd'hui. J'apprécie parce qu'on a reçu des politiciens, puis ça n'a pas toujours été les meilleures discussions. Non, ça a été des bonnes discussions, ça n'a pas été tout le temps les meilleures réponses. Exactement. Tout le monde a toujours le bon fond, mais tu sais, une fois qu'on commence à parler, on commence à voir un petit peu d'où ça vient. Puis moi, comme je t'ai dit, tu m'as gagné quand tu m'as donné ta vision. Fait que je tenais à le dire. Parce qu'on a reçu du monde qui n'était pas capable de nous donner des visions. Je n'aimerais pas de nom. Mais... Pourquoi tu nommes pas de nom? Non, pas besoin d'aller faire des styles comme ça. Le gars, il veut pas se faire cancel, là. Son enfant joue au basket dans une école que j'ai coaché au basket, que j'ai encore fait que je veux pas créer une animosité quand je me présente au match. Tu vois ce que je veux dire? Big shout out. Merci beaucoup d'être venu. J'apprécie. Hey guys, big shout out. Watch it, learn, go vote. Let's go. Peace. Peace. Yeah.
30. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.